Bon, alors mon petit Hugues, donc avec une table ronde, euh, ronde, mais ça va. Ça D'accord. va aller rondement. Ça va aller rondement, c'est ça. Alors, l'éducation aux politiques face aux réalités du monde numérique. Et là, je vais vous présenter ma collègue Sylvie Joquem, qui va animer cette table ronde-là. Et Sylvie, elle, va vous présenter ensuite les participants. Alors donc, Sylvie, elle est professeure à l'École de travail social de l'UQAM. Elle enseigne les méthodologies de l'action collective en travail social et elle va donner d'ailleurs cet automne en co-enseignement avec Laurence Brière un module de cours à la maîtrise en sciences de l'environnement. Ça va être une belle, beau duo, ça. En recherche, elle travaille sur l'articulation entre le travail social et les objets non humains, vivants ou non. Elle a cofondé en 2019 et coordonne le groupe thématique international Travail social à l'ère numérique. Et elle est membre centraire depuis ses débuts. Alors voilà, c'est Sylvie qui va animer cette table. Je suis honorée que ce soit Lucie avec cette belle complicité présente qui introduit le panel. Merci. Merci d'ailleurs à Hugues Asselin pour la préparation, les liens tout au long de cette préparation-là. C'est fort apprécié. Alors, il fallait que absolument je le dise. Voilà. Je suis professeur à l'École de travail social et ce panel-là va utiliser un format straight, vraiment traditionnel. Quand même trois présentations, dont une présentation en ligne de 20 minutes, mais suivie d'un temps d'échange de 60 minutes, si on y arrive. OK? Mais le contenu, il n'est pas traditionnel. C'est un contenu qui nécessite, parce que, en fait, moi, je suis professeur en travail social, je vous l'ai dit deux, trois fois, mais on a l'habitude de penser en travail social, le lien social comme étant un lien ou des liens entre humains, hein, et surtout sur le spectre entre de l'individu jusqu'à la société. Mais on n'a pas pensé aux abeilles, à la température, au changement climatique, puis encore moins aux cartes SIM, aux applications mobiles puis à Snapchat. Hein? Parce qu'on se dit, ben non, c'est pas du vrai lien social. Alors, bon, il y en a, vous l'avez cité abondamment depuis le début, pour ne pas le nommer Bruno Latour. Ben, c'est dans les penseurs qui bousculent un peu nos façons de revoir notre relation à l'environnement naturel, entre guillemets, mais aussi aux objets technologiques. Et donc, ce panel-ci nous propose d'y contribuer à cette articulation-là entre ces objets vivants, non vivants, non humains, aussi humains, euh, dans- qu'on va appeler d'abord capitalisme algorithmique comme, comme problème général, hein. On va le poser ainsi. Mais pour tranquillement se diriger vers ben, notre pratique, la pratique éducative, mais qu'elle soit en milieu formel, non formel ou informel. Alors moi, j'interviens, je suis professeur plus sur les méthodologies de l'action collective. Alors, évidemment, l'éducation populaire, hein, et même en général en travail social, la dimension éducative, elle est importante, elle est présente, qu'elle soit auprès des individus, des familles, mais aussi des collectivités, hein, sur les territoires, etc. Alors, euh, voilà. Puis pour ce faire, ben, on s'est associés, pour faire un petit clin d'œil à Bruno Latour, là, à ces messieurs qui, et oui, et qui, donc, Martin Deron. Alors, Martin,
Écoutez, lui, là, il est vraiment euh, spécialiste de la transition socio-écologique, hein, et des impacts. Et c'est là-dessus qu'il va nous entretenir, vraiment. Puis en plus, il est impliqué, euh, il est responsable du défi numérique, en fait, qui s'appelle les chemins de transition à l'Université de Montréal. Alors, il y a un côté aussi très engagé, pratico-pratique. Il est coordonnateur du groupe de travail Algorithmic Technology and Society au CIRTS. Tu me diras, c'est quoi l'acronyme, là? Ouais. On aime les acronymes. Alors, voilà. Suivi de Jonathan Durand-Folco, qui est professeur, ben là, maintenant qui est à distance, tu es depuis la ville la plus polluée, semble-t-il, au monde. C'était le Il y a cas deux avant jours. hier, mais je pense Avant hier. qu'aujourd'hui, c'est mieux. On a un petit peu de pluie, je sais pas trop comment ça va ces temps-ci. OK. Alors, tu es professeur, euh, oui, comme à l'Université Saint-Paul à Ottawa, en enseignement, pas en enseignement, mais L'école d'innovation sociale. Développement sociale, Elisabeth Bruyère, voilà. Et là, une formation de philosophe, donc bac maîtrise doctorat. Et il vient de sortir quand même un livre fort intéressant en collaboration avec Jonathan Martineau, qui s'intitule Le capital algorithmique, accumulation, pouvoir, résistance à l'ère de l'intelligence artificielle. Euh, et dont le chapitre 15 s'appelle Les algorithmes ne nous sauveront pas du désastre de la crise climatique. Hein? Il s'intéresse à la démocratie participative, aux innovations citoyennes en milieu urbain, à la justice environnementale et à l'éthique économique et sociale. Voilà. Alors, et nous allons terminer avec. Non, je ne t'accrocherai pas, inquiète pas. Avec Mathieu Bégin, que j'ai eu le plaisir avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer pour un numéro Enfance, famille, génération, et qui est professeur en enseignement au préscolaire et primaire à la Faculté de l'éducation de l'Université de Sherbrooke. Euh, il, s'in- il pratique l'analyse du discours des débats publics sur des problèmes sociaux associés aux usages des médias numériques, des enfants et des adolescents dans le domaine de l'éducation numérique, mais il va nous introduire, entre autres, à la littératie, ou la littérature, en tout cas, de l'écomédia. Là, je ne sais pas comment trop le traduire parce que ça s'appelle écomédia littératie, là. Donc, Littératie écomédiatique. écomédiatique. Bon, ben, et voilà. Alors, tu vas nous apprendre des choses. Je vous laisse alors, je te laisse, Martin, commencer. Tu as 20 minutes. Oui. En attendant, je vais peut-être juste recontextualiser mon rôle, pas pour faire ma biographie, mais juste pour contextualiser un peu plus mon propos. Là, j'ai un pied dans deux universités désormais, donc je suis effectivement responsable de ce qu'on appelle le défi numérique au sein d'une initiative plus large qui s'appelle Chemin de transition, coportée par l'Université de Montréal et Espace pour la vie, une initiative qui s'intéresse à la transition socio-écologique au Québec à travers un certain nombre de grands défis au niveau du territoire, de l'alimentaire. Puis moi, je m'occupe de la partie numérique. Puis je fais des recherches également à l'Université Concordia avec Jonathan Martineau, qui est le co-auteur de Jonathan Durand-Folco. Tout est dans tout. Voilà. Donc, je vais m'appuyer sur ces différents travaux pour ma communication d'aujourd'hui, que je vais vraiment tâcher de faire en 20 minutes. C'est quand même un enjeu. Je ne suis pas connu pour ma synthèse. Mais bref, cette première présentation, elle sert dans notre articulation à tous les trois à essayer de poser la base, de voir, ben, quand on s'intéresse aux questions de numérique, d'éducation, d'environnement, on n'a pas nécessairement tendance à les penser de peur. Donc, je vais essayer de démystifier un petit peu ces liens qui existent entre la transformation numérique et la transition socio-écologique, avec une question un petit peu provocatrice. Donc, très brièvement, à cette intersection-là, on a tendance à penser que le numérique, et au plus nos sociétés se numérisent, au plus on va vers des sociétés qui sont plus soutenables parce que ben là, c'est comme de la magie. On est capable de dématérialiser nos activités, donc on utilise moins de ressources, on a moins de pollution. Puis on a un peu plus cet amalgame entre, ben, on sait que les efforts de transition socio-écologique, comme la décarbonation, l'électrification du transport, ça passe par plus de numérique.
Et en réalité, il y a effectivement un certain nombre d'applications qu'on retrouve dans les efforts de transition socio-écologique. On peut penser à tous les usages de modélisation pour le climat, la biodiversité, les technologies de communication, les technologies de suivi de la biodiversité, les technologies satellites qui nous permettent de voir, par exemple, où sont les îlots de chaleur, où sont les pics de pollution comme à Gatineau et comme à Montréal récemment. Il y a un certain nombre d'applications sectorielles qui ont beaucoup de plus-values, qui sont très intéressantes au regard de la transition socio-écologique. Cependant, vous voyez le punch, bien sûr, à l'écran, malgré toutes ces applications sectorielles qui sont au demeurant très intéressantes, qu'il va falloir soutenir et certainement déployer, quand on prend un pas de recul et qu'on regarde la numérisation de nos sociétés un petit peu comme un secteur à part entière, on se rend compte que cette numérisation, elle repose pas juste sur du vent, elle repose pas juste sur des nuages, elle repose sur une infrastructure qui est relativement significative et donc qui vient avec une empreinte environnementale que l'on va pouvoir décortiquer ensemble. Qu'est-ce que c'est le numérique? Il y a certainement plein de définitions ou plein d'imaginaires qu'on va pouvoir mobiliser quand on pense au numérique, mais si on adopte une lunette qui pourrait être matérialiste, hein, sur quoi repose le numérique ou de quoi on a besoin pour faire du numérique, généralement, on a tendance à le répartir en trois grandes catégories d'infrastructures. On a bien sûr les appareils des utilisateurs, qu'on appelle les terminaux, donc des téléphones intelligents, des télévisions connectées, des objets connectés de plus en plus, hein, des montres, des ceintures, des chandails connectés. C'est un grand segment de marché désormais. On a les infrastructures réseau, donc les câbles, les antennes, les boîtiers connectés à la maison qui nous permettent d'avoir accès à Internet. Et on a des centres informatiques où sont hébergées nos données. Puis quand on prend cette posture matérialiste et qu'on se dit, OK, bien, le numérique, c'est ça, on se rend compte que ça représente quand même beaucoup de matière. Les dernières estimations qui font plus ou moins consensus datent de 2023. En fait, l'étude date de 2025 pour l'année 2023. On aurait à peu près 30,5 milliards d'appareils d'utilisateurs à l'échelle mondiale, soit à peu près 220 millions de tonnes, ce qui équivaut à peu près à 6 fois le parc automobile au Canada, pour à peu près 5,35 milliards d'utilisateurs avec des disparités régionales, hein, bien sûr. En Amérique du Nord, en Europe, on est plutôt à une douzaine d'appareils par personne. Dans d'autres régions du monde, on est bien en dessous, bien sûr. À peu près 1 milliard de boîtes connectées, 10 millions d'antennes relais, 900 000 km de câbles souterrains et sous-marins, 80 millions de serveurs, 8 millions d'équipements réseau. Bref, toute cette matérialité-là fait en sorte qu'on une empreinte environnementale qui est associée avec le numérique aujourd'hui, avec cette technosphère, comme on l'appelle parfois dans les collègues, les grandes chums de la tour. Ce secteur-là, numérique, donc quand on essaye de l'appréhender comme tel, un peu comme on pourrait appréhender l'agriculture ou le transport, bien, les estimations les plus récentes estiment que le numérique serait responsable d'à peu près 3,4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit dans des proportions similaires à l'aviation civile, qui est autour de 2,5 % ou les véhicules lourds, qui sont autour de 4 %. Il y a bien sûr toujours des petites guerres de chiffres. Qu'est-ce qui est numérique, qu'est-ce qui ne l'est pas? Une voiture autonome, est-ce que c'est du transport? Est-ce que c'est une... Ouais. Il n'y a pas de standardisation réelle. Prenez ces chiffres avec des pincettes, mais en tout cas, on estime que les émissions de gaz à effet de serre se trouvent entre 3 et 4 %, ce qui représentait déjà pour l'année 2023 à peu près 2 fois les émissions d'un pays comme le Canada. Et bien sûr, une consommation énergétique qui est liée à l'utilisation de nos appareils. On estimait à peu près 10 % de la consommation mondiale d'électricité en 2023, mais également un certain nombre d'impacts qui sont réalisés lors de toutes les phases du cycle de vie, en fait, de nos appareils technologiques. Il faut pouvoir les fabriquer. Donc, pour pouvoir les fabriquer, il faut pouvoir extraire des ressources qui sont pour la plupart limitées. Un téléphone intelligent nécessite entre 50 et 60 métaux différents. Il faut pouvoir aller les extraire, les transformer, extraire les minerais, transformer en métaux, pouvoir faire des assemblages, pouvoir faire des semi-conducteurs, des composants électroniques. Tout ce processus-là est très énergivore et très demandeur de ressources, ce qui fait qu'on a un certain nombre d'impacts qui sont générés à travers cette phase du cycle de vie. Donc, je vous les mentionne ici à l'écran: exploitation de ressources abiotiques, eutrophisation de l'eau douce, émission de particules fines, acidification, radiation ionisante, excusez-moi. Donc, on a des impacts directs du numérique qui sont relativement conséquents et surtout qui sont en forte croissance. Hein. Aujourd'hui, si on se disait, ben, on a suffisamment numérisé nos sociétés, puis on est capable d'absorber cette empreinte-là, ce serait une chose, mais je pense qu'assez instinctivement, vous pouvez voir autour de vous que tous les ans, tous les 2 ans, on a de nouveaux projets industriels. On parlait jusqu'à assez récemment de métavers, d'Internet des objets. Aujourd'hui, on parle d'IA générative, bien sûr. Ces projets-là se succèdent et contribuent à une forme de numérisation de plus en plus accrue et de plus en plus généralisée de nos sociétés, et donc d'une empreinte environnementale qui continue de croître. Elle ne croît pas de manière exponentielle, on l'a parfois entendu, mais en tout cas, elle continue de croître, où tous les indicateurs nous permettent de penser qu'elle continue de croître et qu'elle devrait continuer de croître dans un avenir proche si on continue dans ces trajectoires.
Au-delà de ces impacts directs qui sont donc reliés au numérique en tant que secteur, ben, le numérique, on pourrait dire, a également des responsabilités indirectes dans l'aggravation des crises environnementales et écologiques que nous connaissons. Euh, on a un phénomène qui se manifeste beaucoup dans le numérique, puis je vois avec votre non-verbal que certaines personnes sont déjà familières avec ça, mais ce qu'on observe, un effet rebond quasi systématique. Donc, l'effet rebond, parfois on l'appelle le paradoxe de Jevons. On le voit beaucoup dans le numérique. En fait, on va installer de nouvelles infrastructures numériques qui sont relativement plus efficaces. Donc, ici, vous avez une petite illustration des infrastructures réseau. Par exemple, on va déployer sur le territoire de Montréal la 5G, puis on va se dire, ben, cette infrastructure-là est plus efficace, donc elle nous permet de réduire la consommation énergétique liée à notre demande locale. Ce qui fait qu'on va utiliser un argument écologique pour déployer une nouvelle infrastructure. Cependant, cette infrastructure, ben, elle vient changer beaucoup de choses. Elle vient changer beaucoup de choses au-delà de la situation qu'on connaissait initialement. Cette nouvelle infrastructure va nous permettre de développer de nouveaux usages qui étaient jusqu'à présent impensables grâce à aujourd'hui une meilleure efficacité énergétique, moins de latence. Donc, on va pouvoir développer de nouvelles applications. Maintenant, on va pouvoir imaginer certains usages industriels, certains usages personnels. Ces nouveaux usages, ben, ils vont appeler de nouveaux équipements pour pouvoir en bénéficier. Hein? Tous nos téléphones n'étaient pas compatibles avec la 5G. Même chose dans les équipements professionnels. Donc, on va renouveler plus rapidement notre flotte informatique. Puis, on va utiliser ces usages et on va générer de plus en plus d'équipements, ce qui fait en sorte qu'on va arriver à une saturation de ces réseaux qui va justifier la prochaine génération de réseaux. Donc, même si on a de grandes efficacités énergétiques dans le numérique, on observe beaucoup de ces gains potentiels qui sont gommés, voire effacés par l'effet rebond, qui fait en sorte que malgré tous ces gains potentiels, eh bien, on contribue quelque part à ce phénomène d'accélération qui fait en sorte qu'on ne réduit pas les ressources que l'on utilise en augmentant notre numérisation. Puis, de manière plus générale, eh bien, le numérique est présent partout. Je vais accélérer un petit peu, mais il est présent dans toutes les activités économiques, y compris les activités les plus néfastes ou en tout cas les plus corrélées avec les crises climatiques ou écologiques que nous connaissons. Aussi bien qu'on utilise de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans l'industrie fossile pour pouvoir détecter de nouvelles réserves, pour pouvoir accélérer la demande de permis. On utilise bien sûr les technologies algorithmiques pour cibler davantage les personnes et leur permettre de vendre beaucoup plus de contenu personnalisé et ainsi contribuer quelque part à ces phénomènes d'accélération. Donc, la responsabilité environnementale du numérique, elle est difficile à saisir parce qu'il y a à la fois une empreinte liée au secteur en tant que tel, mais il y a également un phénomène d'accélération de dynamiques qui sont elles-mêmes insoutenables dans les autres secteurs. Finalement, au-delà de cette empreinte, est-ce qu'au niveau du temps, ça va? Oui, parfait, 10 minutes. Au niveau de cette empreinte ou de ces impacts, on pourrait dire, directs et indirects du numérique, il y a également un autre facteur qui est peu souvent abordé, c'est la question d'une forme de nouvelle vulnérabilité. En fait, comme je le mentionnais, pour fabriquer toutes nos infrastructures numériques, soit nos téléphones, mais également les serveurs dans lesquels on héberge nos données, les câbles, les infrastructures, eh bien, il faut des ressources qui sont elles-mêmes limitées et donc qui représentent un certain risque, des certains degrés de risque de criticité. Donc, ces métaux sont plus ou moins critiques à l'échelle mondiale. Cette criticité, elle dépend de plusieurs facteurs. Il y a des facteurs, bien sûr, de limite. Hein. Les ressources dont on a besoin ne sont pas disponibles en quantité illimitée, puis surtout, elles ne sont pas réparties équitablement à l'échelle de la planète. Pour les 50 ou les soixantaines de métaux dont on a besoin pour un téléphone, ben, c'est sûr qu'il y a certaines chaînes de valeur qui sont plus difficiles que d'autres, mais il y a également d'autres critères. Il y a des critères économiques, par exemple. Les marchés de ces métaux ne sont pas toujours prévisibles. Et il y a des critères, ou en tout cas des facteurs géopolitiques. On voit qu'on a eu de grandes concentrations des acteurs sur les chaînes d'approvisionnement du numérique, et à un tel point que ça en devient un levier de négociation à l'international. On le voit plus récemment dans les discussions internationales entre la Chine et les États-Unis, par exemple, où l'exportation de métaux stratégiques devient un levier de négociation. Puis, on est certainement amené à voir ce genre de dynamique de plus en plus au fur et à mesure où, à la fois, on numérise davantage nos sociétés, mais également au plus où ces métaux vont devenir, vont offrir des aspects, enfin, vont se raréfier, si vous voulez. Et enfin, les infrastructures numériques sont particulièrement vulnérables aux effets des changements climatiques, que ce soit les inondations, que ce soit les vents, les ouragans, que ce soit la chaleur. Au plus on numérise nos sociétés, quelque part, il faut réaliser aussi qu'au plus on se vulnérabilise sur ce flanc et surtout au plus on dépend de ces infrastructures générales pour nos sphères collectives, eh bien, au plus il faut pouvoir anticiper de nouveaux risques au fur et à mesure où nos sociétés se transforment en lien avec les conséquences des changements climatiques.
j'ai fait un résumé extrêmement rapide, je l'espère suffisamment clair, pour comprendre que aujourd'hui, on a ces deux grandes forces qu'on a tendance à aborder conjointement dans les rapports institutionnels, voire économiques, hein. On parle souvent, en Europe, on parle beaucoup des twin transitions, là, les transitions jumelles, comme si numérisation allait nécessairement de pair avec transition socio-écologique ou écologique. Mais nous, à l'échelle de l'Université de Montréal, puis dans ce projet, mais bien d'autres également, on pense qu'effectivement, il y a beaucoup de défis qui sont liés à la transition socio-écologique, pour lesquels le numérique va avoir une valeur, mais on ne peut pas continuer à laisser cette transition numérique ou cette transformation numérique s'étendre à l'infini en espérant que par elle-même, elle devienne plus écologique ou qu'elle rejoigne nos objectifs de soutenabilité à long terme. On pense que c'est un risque aujourd'hui que nous observons. Concrètement, à quoi ça ressemblerait donc de rediriger le numérique, rediriger la transition numérique vers nos objectifs de soutenabilité à long terme? Dans le cadre du projet Chemin de transition, on a effectué je n'ai pas le temps d'aller trop sur les détails, mais on a effectué des ateliers participatifs en mobilisant des méthodes prospectives. Donc, on a exploré des futurs possibles. On a eu des discussions collectives avec à peu près 200 participants sur parmi ces futurs possibles, à quoi ça ressemblerait un futur désirable pour pouvoir faire converger ces deux grandes forces. Puis on en est venu à cette petite boussole qui est peut-être illisible de là où vous êtes, mais je vais vous la résumer brièvement. Donc, en 2040, c'est une projection bien sûr, peut-être un peu ambitieuse, mais la société québécoise est enfin parvenue à faire converger sa transition numérique et sa transition écologique. Son remarquable succès repose sur trois acquis, donc trois grands piliers qui ont fait en sorte que nous avons réussi à rediriger la transformation numérique. On a un pilier autour de la sobriété numérique, qui est un terme qu'on entend de plus en plus. On ne l'a pas inventé, bien sûr, mais en 2020, pardon, quand on a fait ces travaux, c'était relativement préliminaire encore, mais on entend par ce terme une forme de réduction des impacts environnementaux liés au numérique, que ce soit notre utilisation des appareils, que ce soit la fabrication des appareils. Mais on pense que ce pilier-là est important, mais il est insuffisant en tant que tel. On ne pense pas qu'en 2040, pour avoir une société plus soutenable qui reste numérisée, il suffit juste d'avoir le modèle qu'on connaît et juste de le verdir. On pense que ça nécessite d'autres dynamiques complètement. Donc, on y associe deux autres piliers. On a un deuxième pilier qui s'intitule la priorisation collective des usages. Donc, on pense que pour pouvoir gérer le numérique comme une ressource limitée, puisque c'en est une, tout en considérant que le numérique est de plus en plus essentiel à un certain nombre d'activités de la vie de tous les jours. Mais on pense que c'est important de ramener des lieux de délibération dans l'espace public et de discuter davantage de quelle place est-ce qu'on accorde aux technologies numériques dans nos sociétés, quelle place est-ce qu'on veut leur accorder. Si on considère qu'il y a des usages numériques qui sont essentiels pour vivre, comment est-ce qu'on garantit cet accès à toutes et tous? Et à l'inverse, si on doit collectivement renoncer à certains usages qui seraient peut-être trop énergivores ou peut-être trop risqués compte tenu des changements climatiques, comment est-ce qu'on se dote collectivement d'outils pour pouvoir y renoncer? Et enfin, on a un dernier pilier qui s'intéresse, lui, plus à l'innovation technologique et les modèles de financement du numérique. Comment est-ce qu'on peut davantage les outiller pour anticiper leurs impacts et les baliser davantage avec les objectifs de transition socio-écologique à long terme? Je réalise que mon débit est très rapide. Je serais ravi d'en discuter davantage avec vous. On va faire des questions. J'ai bientôt terminé. 6 minutes. Oh, parfait! OK, je pensais que j'allais commencer bien plus tard que ça. Hey, bon. Laissez-moi revenir 3 diapositives. Non, je vais plaisanter. Donc, cette vision de 2040 est bien sûr certainement ambitieuse, fortement différente de la société qu'on connaît actuellement. Donc, on a travaillé pendant à peu près 1 an et demi à se dire, concrètement, si on voulait s'y rendre à l'échelle de la société québécoise, à quoi ça ressemblerait? À quoi ça pourrait ressembler un chemin de transition, hein, d'où le nom de l'initiative, pour pouvoir se rendre à cette société visée en 2040. Et on a beaucoup travaillé sur l'identification d'un certain nombre de jalons. Donc, ce serait quoi les étapes intermédiaires qui nous permettraient de passer de notre société actuelle qui est insoutenable à bien des égards à cette société visée qui serait davantage soutenable ou davantage compatible avec nos objectifs de soutenabilité. Donc, on a travaillé sur l'élaboration d'un chemin de transition qui est encore plus illisible que mes diapositives précédentes. Mais on a identifié 33 jalons qui permettent d'envisager justement des étapes préliminaires échelonnées sur une quinzaine d'années pour œuvrer justement à cette réorientation du numérique à l'échelle de la société québécoise. Puis ces jalons-là, ils interpellent à peu près tous les acteurs et les actrices de la société. On a des jalons qui sont davantage orientés vers les milieux gouvernementaux, des jalons davantage vers les milieux financiers, bien sûr, les utilisateurs, les utilisatrices, les professionnels des technologies numériques, développeurs, développeuses, programmeurs, programmeuses, etc.
Mais je vous ai fait une diapositive pour les résumer. Pour résumer, en fait, ces 33 jalons, puisqu'on n'a pas le temps, bien sûr, de s'intéresser à chacun d'entre eux. Cela dit, j'ai écrit un rapport d'une 60aine de pages qui est disponible gratuitement sur notre site Internet. Si ça vous intéresse, je vous encourage, bien sûr, à aller le voir. Vous tapez chemin de transition, défi numérique, et tout est documenté là-dessus. De manière générale, qu'est-ce qu'on trouve sur cette trajectoire, puis qu'est-ce que vous pourriez peut-être retirer de mon propos sur cette volonté de rediriger le numérique vers nos objectifs de transition socio-écologique à long terme? Eh bien, on retrouve bien sûr des mesures que j'ai appelées ici des mesures d'optimisation. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on réduit les impacts associés à notre utilisation du numérique ou au numérique à l'échelle du Québec parce qu'on n'a pas le choix de passer par une forme de contrôle de ces impacts puis une forme de réduction. Donc, dans les mesures d'optimisation, on retrouve bien sûr des jalons qui traitent de façon un peu plus large de la sensibilisation. Je ne sais pas si vous êtes déjà des pros de cette intersection numérique-environnement, mais habituellement, dans les espaces où je m'exprime, il y a assez peu de personnes qui sont engagées dans ces discussions-là. Donc, on pense que c'est important de travailler plus largement à la sensibilisation, que ce soit des personnes en tant que telles, mais aussi sensibilisation des acteurs gouvernementaux, sensibilisation des professionnels en devenir du numérique. Aujourd'hui, on peut passer à travers une formation complète pour devenir un pro du numérique. Puis on n'est jamais, à l'heure actuelle, dans les programmes, dans les cursus existants au Québec, on n'est pas encore confronté à ces questions-là. Donc, on pense que c'est important d'œuvrer à élargir ces discussions. Il y a des jalons qui traitent davantage de la mesure des impacts. Comme je vous le disais, là, on a des estimations, mais on a de la difficulté à standardiser les mesures. Donc, à la fois mesurer les impacts environnementaux des technologies numériques, mais également pouvoir mesurer les effets positifs que l'on compte obtenir grâce à l'introduction de dispositifs numériques. On se rend compte aujourd'hui qu'on est beaucoup dans un discours un peu d'injonction à la numérisation. On dit, on va avoir des villes intelligentes, on va avoir la 5G, et ça va être formidable, y compris pour la transition écologique, mais on ne dit pas sous quelles conditions de déploiement est-ce qu'on va avoir les bénéfices escomptés? Est-ce qu'on pense réellement avec un déploiement de masse, on va arriver à ces objectifs-là? On pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la mesure. Il y a du travail qui a été fait depuis sur ces questions-là pour pouvoir renseigner des critères de déploiement, là, comme je le mentionnais, via différents dispositifs assez classiques, les appels d'offres, les financements publics, etc. On a des jalons qui s'intéressent à l'allongement de la durée de vie des équipements. On ne fabrique pas d'équipements, en fait, on fabrique très peu d'équipements numériques à l'échelle de l'Amérique du Nord ou du Québec, du Canada, mais on a beaucoup d'appareils numériques sur notre territoire. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'allonger le plus possible la durée de vie de ces équipements-là pour faire en sorte qu'on ne reste pas pris dans ces boucles de renouvellement intempestif de 18 à 24 mois en moyenne pour un téléphone intelligent, par exemple? Et donc, il y a beaucoup de fronts sur lesquels travailler. Et bien sûr, il faut travailler du côté du design de ces appareils, de l'accès à la réparation, de pratiques de mutualisation également pour ces appareils et davantage d'autres logiques qu'on pourrait dire de circularité ou d'économie circulaire. Beaucoup de travail à faire sur l'éco-conception de services, par exemple les services publics. Comment est-ce qu'on fait pour, lorsqu'on doit accéder à un service public numérisé, on fait en sorte que ce soit un service qui est sobre, qui soit accessible en région, et soit accessible pour des connexions Internet plus lentes. Comment est-ce qu'on réfléchit à la conception de nos services de ce point de vue-là? Mais au-delà des mesures d'optimisation, puis je vais terminer là-dessus, puis j'espère te faire une bonne passe, Jonathan. Au-delà de ces mesures d'optimisation, comme je vous le mentionnais, la vision, en tout cas la manière dont on travaille, on envisionne, on prévoit cette transition. On pense qu'il faut aller au-delà de l'optimisation d'un système qui est lui-même insoutenable pour pouvoir rediriger, réinventer d'autres rapports vis-à-vis des technologies numériques. Et donc ça, ça nécessite d'autres jalons qu'on a essayé de mettre dans cette trajectoire-là pour les faire interagir avec les précédents. Ça nécessite, comme je l'ai mentionné un petit peu dans la description de la vision, de se doter davantage de lieux de délibération sur la place du numérique et potentiellement des formes de priorisation. Donc, comment est-ce qu'on gère une forme de priorisation du numérique? Est-ce qu'on s'y prend par secteur, par usage? Est-ce qu'on garde une forme de priorisation par le marché ou est-ce qu'on s'appuie davantage sur le public? On n'a pas la réponse à ça, bien sûr, mais on se rend compte depuis qu'on travaille là-dessus que ce n'est discuté quasi nulle part. En fait, on accueille ces nouvelles technologies et ces géants américains et autres à bras ouverts. On a peu tendance à se poser la question de mais quels sont nos besoins, où est-ce qu'on veut se rendre, puis quelles technologies sont disponibles pour le faire. C'est ma dernière diapositive. Il faut soutenir, on pense bien sûr, davantage des initiatives locales qui sont des initiatives contextualisées qui répondent aux besoins des acteurs et des actrices présentes. Souvent, on a tendance à adopter en masse des services qui nous sont parfois offerts, puis par la suite, parfois, dans lesquels on se retrouve prisonnier avec un certain nombre de fonctionnalités qu'on n'a jamais demandées, qui ne nous servent à rien et on n'a aucune possession de nos données et de l'utilisation qu'on en fait.
Et finalement, oh, excusez-moi, j'ai mon dernier point. On pense que c'est extrêmement intéressant de porter attention au modèle d'affaires, ce que je vois assez peu. Donc, derrière les usages, derrière les appareils, les services que l'on utilise, on pense que c'est important de voir ben, quels modèles d'affaires permettent d'assurer la pérennisation de ce numérique-là. Est-ce que c'est des modèles d'affaires qui ben, me coûtent rien à l'accès, mais par la suite monétisent mes données pour me revendre plus d'affaires et donc, quelque part, contribuent à cette accélération et cette accumulation perpétuelle? Ou est-ce qu'on a d'autres modèles d'affaires qui permettent d'envisager une pérennité qui ne soit pas basée sur cette accumulation, comme les communs numériques, comme d'autres modèles qu'on pourrait inventer avec davantage de partenariats publics communs, par exemple. Et j'ai terminé ici, je suis désolé si j'ai un petit peu dépassé. On a déjà un GPS vers la transition. Oui, c'est ça. Merci. Bien sûr. Merci, Martin. On va enchaîner. Tu as dit que justement, tu voulais passer la POC à Jonathan. Parfait. Merci beaucoup, en fait, pour cette invitation. Merci aussi de ton côté, Martin, pour cette belle présentation de la question du numérique qui interfère avec celle de la question écologique. Je pense que tu as bien mis la table avec beaucoup de faits, de données empiriques, d'éléments que je n'aurai pas à redire par la suite. Mon propos de mon côté, je vais peut-être essayer de problématiser des choses qui ont été dites dans la présentation précédente pour essayer de voir en fait quel est le principal obstacle à cette transition socio-écologique du point de vue du numérique et comment en fait on doit comme individu, communauté, milieu de travail et en tant que société aussi dans son ensemble essayer de trouver des voies pour essayer de réinventer notre système socio-économique parce que si on ne le fait pas, cette transition numérique tant souhaitée risque d'achoper. Donc, ce que je vais essayer de faire de mon côté, c'est d'abord vous dire quel est le principal obstacle à cette course et à cette transition qu'on souhaite de nos voeux, pour ensuite aller voir quels sont les différents impacts de notre système socio-économique du point de vue psychologique, économique, politique et écologique, pour ensuite essayer de montrer comment, à l'heure actuelle, dans la société, il y a une série de discussions, débats de société, que ça touche l'intelligence artificielle, la présence du numérique dans les écoles, en gros, et comment on peut essayer de trouver justement des pistes d'action pour être capable de réinventer notre rapport au monde numérique. Donc, je vais essayer de faire ça en moins de 20 minutes. Pour commencer, dans mon ouvrage que j'ai coécrit avec Jonathan Martineau, qui s'intitule Le capital algorithmique. L'hypothèse que nous faisons, c'est que nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe actuellement avec la question du numérique ou de l'intelligence artificielle en faisant abstraction du système socio-économique plus large dans lequel nous sommes situés, c'est-à-dire le capitalisme. Et on ne peut pas comprendre non plus les mutations de ce système capitaliste sans comprendre les reconfigurations, les innovations qui ont cours dans le champ des technologies numériques ou algorithmiques. Donc, algorithme ici est utilisé comme un synonyme de système d'intelligence artificielle basé sur l'apprentissage automatique, le deep learning, ou plus récemment, ce qu'on voit avec l'IA générative comme ChatGPT et autres. Mais l'IA, l'intelligence artificielle, évidemment, existe depuis très longtemps. Donc, c'est pas avec ChatGPT qu'est arrivée la question de l'intelligence artificielle, ça existait. Et voir comment cette imbrication du système socio-économique, technologique fait en sorte, en fait, que ça nous bloque actuellement dans cette transition socio-écologique qu'on souhaite de nos voeux. Donc, pour essayer de résumer en moins de 2-3 minutes, qu'est-ce qu'on entend par capitalisme algorithmique? C'est un terme que moi et mon co-auteur, on utilise pour essayer de décrire la nouvelle phase ou le nouveau stade du système capitaliste dans lequel nous sommes. D'autres auteurs et autrices comme Shoshana Zuboff parlent de capitalisme de surveillance, d'autres parlent de capitalisme de plateforme, d'autres de capitalisme cybernétique. Certains auteurs aussi vont dire en fait qu'on est peut-être en train en fait de transitionner vers un nouveau système qui serait post-capitalisme et qui serait le techno-féodalisme, donc c'est-à-dire un système féodal de concentration extrême du pouvoir par la rente, par les géants du numérique, qui serait plus basé sur la libre concurrence, la propriété privée, mais plutôt vraiment sur cette sorte de concentration du pouvoir dans les mains de grands géants qui imiterait en quelque sorte certains modes de fonctionnement du système économique à l'époque du Moyen Âge. Donc, c'est un peu étrange comme thèse. Nous, de notre côté, ce qu'on dit, c'est que suite à la crise financière de 2007-2008, lorsqu'il y a eu la grande crise financière, le modèle qui était basé sur la mondialisation économique, la financiarisation de l'économie, la spéculation immobilière financière est entré en crise. Depuis ce temps, le néolibéralisme, qui dit qu'il faut tout privatiser, laisser libre cours à
disons, alors l'entreprise privée a la responsabilité individuelle, ça continue à exister, mais c'est surajouté, en fait, tout ce qu'on appelle l'économie numérique. Il y a l'économie collaborative, les grands géants du numérique, le déploiement accéléré de l'intelligence artificielle notamment, et aussi un modèle d'affaires d'entreprise qui est basé sur l'extraction maximale des données personnelles. Donc, ça a été évoqué plus tôt par mon collègue Martin, ce qu'on appelle modèle d'affaires d'entreprise. En gros, c'est des entreprises qui, pour se valoriser, utilisent des données personnelles pour les vendre à des tiers, pour nous vendre de la publicité ciblée, monétiser et pour aussi être capable d'entraîner des intelligences artificielles. Donc, cette concentration du pouvoir au sein de grands géants du numérique qu'on appelle habituellement les GAFAM pour Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft. Et maintenant, on pourrait ajouter OpenAI et beaucoup d'autres entreprises qui prennent le relais en fait, repose justement sur l'idée que c'est des entreprises qui vont se positionner en position de force sur cette économie, en fait, qui est aussi beaucoup une économie de l'attention, donc qui va capter notre attention pour nous river sur nos différents écrans, pour qu'on puisse partager nos données personnelles qui vont être après ça utilisées pour faire des profits. Donc ça, c'est un peu le modèle d'affaires dominant dans l'économie numérique, mais qui ne se limite pas à la sphère économique du numérique. Donc, ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a des impacts de ce nouveau stade du système du capitalisme algorithmique au niveau psychologique. D'une part, au niveau psychologique, qu'est-ce que ça crée comme effet? Comme vous le savez sans doute, au niveau des réseaux sociaux, médias numériques de façon large, se produit un phénomène d'addiction numérique qu'on appelle parfois de cyberdépendance ou autre chose. Ce phénomène ne vient pas de nulle part, mais de la conception même de ces différents appareils numériques qui sont conçus par différents spécialistes en termes de design, psychologie comportementale, neurosciences, pour être capable de capter notre attention le plus possible. Donc ça résulte notamment de leur modèle d'affaires et ce que ça crée comme effet, et c'est de plus en plus documenté, c'est des phénomènes d'addiction, manque de sommeil, anxiété. Il y a des effets bénéfiques qu'on peut trouver aussi du fait d'être interconnecté entre nous. On peut voir ce qui se passe dans le monde, on peut éprouver de la joie, apprendre beaucoup de choses, mais il y a aussi tout un phénomène d'isolement, d'anxiété, comme je l'ai dit, de comparaison, en fait, qui a des impacts directs, notamment chez les plus jeunes, notamment les adolescents et adolescentes. Donc ça, c'est un des effets à ne pas négliger. Euh, Deuxième élément qu'on pourrait ajouter au niveau économique, comme je l'ai dit, ça transforme le modèle d'affaires de plusieurs entreprises, non seulement celles dans le monde numérique, mais si on regarde le secteur agricole avec les processus d'automatisation par des drones, les robots, notamment l'intelligence artificielle en agriculture, dans le monde industriel, dans l'économie du secteur tertiaire, dans le monde de la santé, de l'éducation, du travail de care aussi, il y a une algorithmisation de plein de processus. Et c'est souvent vendu comme une promesse d'optimisation, de performance, de réduction du temps de travail, entre autres. Suite à ça, au niveau économique, il y a beaucoup de discours sur le fait que l'intelligence artificielle, la robotisation ou l'IA vont en quelque sorte supprimer des millions d'emplois. Ça va créer du chômage de masse ou ça va nous libérer du temps pour nous libérer pour des tâches plus créatives. Et en fait, ce qu'on observe actuellement sur le terrain, c'est plutôt, certes, il y a des emplois qui sont en train de disparaître, certaines tâches qui sont automatisées, mais on assiste plutôt à une forme d'intensification du processus de travail comme tel, notamment par le fait que maintenant, les employeurs disent, maintenant, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, mais au lieu de limiter les heures de travail, de nous diriger vers une semaine de 3 jours de travail, 4 jours de travail, notre employeur nous dit plutôt, ah, vous pouvez en faire plus, en fait, avec vos temps de travail, donc travailler davantage. Et si certaines entreprises utilisent l'IA pour augmenter leur productivité, les autres entreprises et milieux de travail vont être obligés en quelque sorte de les utiliser aussi pour être capables en fait de rivaliser avec leurs concurrents. Donc c'est un peu cette course à l'IA dans les lieux de travail, dans les entreprises, mais on voit entre gouvernements qui fait en sorte que même si en principe on pourrait réduire collectivement le temps de travail, peut-être en utilisant ces différentes technologies numériques, on a plutôt une course vers le haut parce qu'on vit dans un système socio-économique basé sur la production maximale de marchandises, la concurrence, la performance, la productivité. Donc, cette économie de temps qu'on pourrait faire est plutôt réinvestie dans le fait de générer davantage de numérisation, d'utilisation d'intelligence artificielle et en plus aussi, l'autre élément qu'on ne parle pas souvent, je ne pourrais pas élaborer longuement sur ça, c'est que cette algorithmisation
va supposer non pas une automatisation complète des tâches, mais plutôt le fait de relayer du travail du clic à des gens qui sont souvent situés à l'autre bout du monde. Donc, si on prend l'exemple de ChatGPT pour éviter qu'il fasse des propos offensants, sexistes, racistes ou autres, la compagnie OpenAI a sous-traité une partie de son travail à des gens qui travaillent au Kenya pour entraîner des intelligences artificielles. Donc, à longueur de journée, ces différentes personnes au Kenya devaient être exposées à des contenus offensants, haineux, violents, des images horribles, en fait, pour aider les intelligences artificielles à identifier du contenu problématique. Donc, et ce travail était sous-payé, était extrêmement traumatisant aussi. Et l'enjeu, c'est que plus qu'on va utiliser l'intelligence artificielle, plus qu'on va avoir besoin de travail humain pour entraîner ces différentes intelligences artificielles. Donc, il y a vraiment un certain paradoxe ici. L'intelligence artificielle, même si c'est une promesse de société du temps libre, en fait, ça reproduit plutôt une précarisation, une intensification du travail. Autre élément que je voulais amener, la question démocratique, comme vous le savez sans doute, quand le numérique s'est vraiment développé avec les années 90-2000, on était dans une conjoncture historique marquée par l'effondrement de l'URSS, du bloc soviétique, la multiplication de démocraties libérales à travers le monde. On disait en fait l'idée de la démocratie libérale, de l'économie de marché, va main dans la main avec le progrès technologique, avec l'arrivée d'Internet. Et au début, les premiers médias sociaux notamment, on a vu beaucoup de mouvements de contestation. Dans le printemps arabe, le mouvement Occupy Wall Street, le mouvement des places des indignés du côté de l'Espagne, même le mouvement étudiant au Québec, on s'est dit, ah, enfin, on peut accélérer la circulation de l'information, on peut élargir en quelque sorte l'accès à l'espace public par le numérique, ça va pouvoir démocratiser la société. Mais ce qui s'est produit en fait, depuis ce temps, il y a eu cet effet d'élargissement justement de l'espace public numérique, mais il y a aussi cette accélération de la désinformation. Et à cause du modèle d'affaires des géants du numérique, Facebook, Twitter et autres, on a pu voir apparaître de plus en plus, à cause de systèmes algorithmiques de recommandation de contenu, le phénomène qu'on a appelé les bulles de filtre, les chambres d'écho, le fait que la polarisation des discussions en ligne est amplifiée parce que le contenu qui génère plus d'engagement, c'est la plupart du temps du contenu sensationnaliste, du contenu où on est indigné, on est enthousiaste, on est fâché. Et en fait, c'est ce qui est mis de l'avant dans nos fils d'actualité, que ce soit sur Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, TikTok et autres. Donc, ces phénomènes-là, qui se sont davantage propulsés depuis 2015, 2016, 2017, il y a Trump qui est arrivé au pouvoir, les gouvernements d'extrême droite ont commencé à utiliser beaucoup les médias numériques notamment. Et on a pu avoir cette inquiétude démocratique. Plus de numérique et plus d'IA implique pas nécessairement plus de démocratie. Et maintenant, avec l'arrivée de l'IA générative, on parle de tout l'enjeu des deepfakes, donc des hypertrucages, qui permettent en fait de brouiller les frontières entre le vrai, le faux, le réel, ce qui est généré par intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment quelque chose en fait que je travaille à l'heure actuelle, c'est comment les technologies numériques et algorithmiques contribue non pas à la démocratisation de la société, mais plutôt à amplifier la crise de la démocratie qui existait avant. Donc, c'est pas juste le numérique ou l'IA qui cause ça. Il y a des phénomènes d'inégalité économique, crise de confiance envers les institutions de la démocratie libérale, mais c'est comme si le numérique ou l'IA venait amplifier les problèmes qui préexistaient. Dernier élément, puis je ne vais pas m'attarder sur ça, ça a été dit, au niveau écologique, comme ça a été bien montré par la présentation qui m'a précédé, Martin a dit que justement la transition numérique, la transition écologique ne vont pas nécessairement de pair. Dans certains types d'usages, ça peut aider la transition en termes de prédiction, modélisation peut-être de la crise climatique, mais souvent avec l'effet rebond notamment, puis avec l'idée qu'on va utiliser plus d'IA pour être capable d'aider la crise socio-écologique. L'affaire, c'est que ça va davantage impliquer de production de gaz à effet de serre, de numérisation, de construction en fait de centres de données, d'appareils numériques et autres. Et on va en quelque sorte amplifier la crise alors qu'on cherchait à la base à essayer de la résoudre ou de l'atténuer. Donc ça, c'est un vrai problème. Deuxième élément, ce qu'on défend dans notre thèse, c'est de dire que le numérique en soi ou l'intelligence artificielle pourrait être un des outils qu'on pourrait utiliser pour amener ou accélérer la transition socio-écologique, mais dans un contexte non capitaliste, c'est-à-dire dans un système basé sur la croissance infinie, sur la numérisation, la surexploitation des ressources naturelles et sur la recherche maximale de profit.
les géants du numérique qui développent actuellement les technologies de l'intelligence artificielle n'ont pas intérêt à réduire leur impact environnemental, mais plutôt à exercer, à être dans une course folle, en fait, pour amplifier cet usage-là. On a pu le voir notamment parmi les gens du numérique avant 2020. La plupart des grandes entreprises, Microsoft, Google, Apple notamment, se sont engagées à être carboneutres d'ici 2050, à essayer d'avoir des formes de sobriété numérique, de réduire leur empreinte, de décarboner pour alimenter leur centre de données par des énergies vertes, entre autres. Mais suite à l'arrivée de ChatGPT et la course vers l'IA générative, toutes les entreprises, les grandes entreprises ont abandonné leur objectif. Ils se sont dit maintenant, désolé, on ne va même plus faire à semblant qu'on est en train de le faire. On va juste abandonner nos objectifs parce qu'on veut maximiser le rendement. On va être capable d'aller plus vite dans cette course-là à l'innovation technologique. Et ce qu'on peut voir actuellement, c'est qu'aucun géant du numérique est en train de s'engager, en train d'être carboneutre ouvert. Ils ont abandonné complètement ça pour aller plus vite dans la surproduction de technologies algorithmiques de plus en plus fortes, puissantes et énergivores. Donc ça, c'est un élément de vigilance à avoir. Ceci étant dit, maintenant, la deuxième partie de ma présentation, il ne me reste pas beaucoup de temps, porte sur maintenant qu'est-ce qu'on peut faire. Un des éléments positifs, je pense, qu'on peut constater depuis environ une dizaine d'années, mais ça s'est vraiment aiguisé depuis l'arrivée de ChatGPT, des différents débats autour de l'intelligence artificielle, c'est que contrairement peut-être quand les médias sociaux sont arrivés au début du 20e siècle, on a eu en quelque sorte une forme d'enthousiasme, de techno-optimisme. Le numérique, ça va aider le progrès social, humain, démocratique et économique. Il y avait très peu de gens qui disaient que le numérique présente des problèmes de surveillance de vie privée au niveau environnemental. Les gens qui disaient ça étaient vus comme étant anti-tech, un peu technophobes, un peu bizarroïdes. Mais maintenant, ce discours-là se généralise dans l'espace médiatique et il y a cette prise de conscience qui a lieu. On parle d'encadrement de l'IA, notamment au niveau des risques existentiels que ça pourrait poser d'une super intelligence artificielle, mais aussi d'encadrer les usages actuels de l'IA qui touchent de façon disproportionnée les femmes, les groupes personnes minorisées, tout ce qu'on appelle les biais algorithmiques. Il y a beaucoup de littérature qui se fait sur ça. Et il y a eu toute une vague de signatures, de chartes éthiques, de déclarations de développement responsable de l'IA à la fin des années 2010. Et là, les gens qui étaient dans ça commencent à dire en fait des genres de chartes éthiques, il y en a tout plein. Maintenant, il faut faire des lois, il faut encadrer ces grandes entreprises numériques et il y a ce débat de société qui a lieu. On pourrait penser notamment à d'autres articles de loi, financement des médias, notamment la question de l'encadrement des téléphones portables dans les écoles primaires, secondaires. On voit aussi, en fait, tout ce qui se passe avec l'arrivée de Trump, le fait qu'on n'est pas actuellement au Québec, Canada, autonome en termes d'infrastructure numérique. On dépend extrêmement beaucoup des États-Unis. Et là se pose la question, si on veut en quelque sorte faire le contrepoids, on va devoir en fait se développer une forme de souveraineté au niveau numérique et technologique pour ce faire. Donc, il y a vraiment une opportunité en or pour essayer d'articuler la prise de conscience au niveau environnemental, écologique et la prise de conscience au niveau de la question numérique ou de l'intelligence artificielle pour voir comment on peut combiner ces deux choses-là ensemble. Les deux pistes d'action que je voudrais amener ici dans les 3-4 minutes qui me restent, d'une part, au niveau individuel, au niveau de la société, il y a toute une piste d'action qui peut être envisagée sur comment développer ce qu'on appelle des vertus démocratiques ou des vertus technologiques, c'est-à-dire des capacités à agir dans le monde, des capacités à essayer de réfléchir, penser, à interagir avec autrui, qui nous permettent de nous épanouir à la fois comme individus, comme communauté, pour être capable de faire face à différents types d'enjeux. Une des grandes vertus, qui est à la fois une vertu écologique, démocratique et technologique, c'est la sobriété numérique. Donc, la sobriété numérique, c'est pas une abstinence complète, c'est plutôt une forme de juste milieu entre une ivresse numérique technologique, la surconsommation, et une déconnexion complète qui risque d'être extrêmement difficile à maintenir sur le long terme. Donc, moi et mon co-auteur, on dit si on vise une forme de sobriété numérique, ça doit se faire en fait dans une réduction de l'usage du numérique et de l'intelligence artificielle, mais on peut l'utiliser pour différentes applications qui pourraient être utiles du point de vue humain, social et environnemental. Donc, le but, c'est pas de dire on va se débarrasser du monde numérique, on va éliminer complètement tout ce qui appartient à ça. On va plutôt essayer de réduire en quelque sorte la consommation d'énergie, l'usage d'outils. On va essayer de communaliser, partager ce qu'on fait et peut-être se poser, comme disait Martin Desraux avant moi, la priorisation collective des usages du numérique pour voir où on en a vraiment de besoin et dans quel contexte on pourrait se passer du numérique ou de l'IA pour utiliser des technologies douces, conviviales, propres, qui sont moins énergivores. Donc ça, c'est une des pistes à explorer.
L'autre piste, et je vais conclure avec ça, qui n'est pas uniquement de l'aspect éthique, des vertus, quelles sont les capacités humaines, relationnelles, compétences qu'on doit développer comme individu, comme groupe pour être capable de se relier adéquatement au monde numérique et au monde environnemental de façon plus large. C'est toute la question de la résistance numérique. Donc, pourquoi je parle de résistance? C'est plutôt de dire qu'il faut non seulement agir pour s'adapter au monde actuel, mais être capable d'agir avec, contre et au-delà du monde numérique et algorithmique qui se déploie sous nos yeux. En termes de résistance, on peut penser à l'échelle individuelle, opter pour davantage de sobriété numérique et de protection de la vie privée, notamment, comme vous le savez, depuis l'arrivée de Trump et des mouvements autoritaires à travers le monde, de plus en plus de gens se disent, ben, je devrais peut-être quitter soit les grands réseaux sociaux numériques comme Facebook, Instagram, X, compagnie, peut-être certains systèmes de télécommunication, messagerie privée comme WhatsApp, Messenger, compagnie, c'est des gens du numérique et les gens se tournent vers d'autres applications comme Signal, par exemple, qui est une alternative euh, libre, en fait. Mais libre. Elle n'est pas libre, elle est basée sur un protocole ouvert d'une entreprise privée, mais qui est crypté de bout en bout. Et les gens disent on doit protéger notre vie privée, on doit développer cette littératie numérique, entre autres. Autre élément, au-delà de ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle, c'est créer des coalitions larges de création d'infrastructures numériques libres collectives basées sur les logiciels libres, communs numériques et autre chose. J'ai appris récemment qu'une nouvelle ligue, une association québécoise pour les logiciels libres qui est en train de s'installer, de se mettre en place, qui va être lancé, je pense, cette semaine, dès demain, le 10 juin même. Donc, il y a vraiment cette tentative-là de créer des groupes, réseaux, coalitions pour libérer pour un numérique plus ouvert, plus libre et décentralisé. Dernier élément que j'aimerais ajouter, au-delà de tout ce qu'on Je vais doit conclure. toucher, pardon, Je vais oui, conclure, Jonathan. conclure parfait. Donc, 30 secondes. Je vais dire qu'il faut aller dans le sens non pas uniquement d'une éducation populaire, de sensibilisation, de développement de compétences, mais aussi vers la démocratisation de notre système économique dans son ensemble. Donc, il faut démocratiser notre infrastructure numérique et technologique, mais penser à développement de modèles d'entreprise basés sur les coopératives, les communs, entreprises à but non lucratif, à la municipalisation, à la nationalisation aussi d'infrastructures technologiques. Donc, je vais conclure avec ça ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et maintenant, on a quelqu'un qui est en enseignement formel, hein, et qui déjà, lui, a un bagage en communication. Il va nous entretenir sur la pratique de l'enseignement, finalement, et les enjeux liés au numérique. En fait, comment tu as dit la littératie écomédiatique? Oui, je parlais de ça, entre autres. Vas-y. Euh, Moi, je voulais juste commencer parce que, tu sais, depuis ce matin, j'ai l'impression d'arriver d'un autre, un autre univers de référence, là, on va dire, là. Fait que j'espère que ma présentation n'aura pas trop l'air naïve à vos yeux. Aussi, je voulais dire, tu sais, c'est sûr que moi, ma porte d'entrée, c'est plus, on va dire, la culture que la nature, si je peux revenir à cette dichotomie-là. Euh, moi, je suis originaire de l'Abitibi, région connue pour ses grands espaces. Moi, j'ai passé mon enfance dans le bois, mon adolescence dans le bois. Puis il y a quelqu'un qui a parlé ce matin de déficit nature, c'est toi? Moi, à 17 ans, j'étais plus en déficit culture. OK? Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'étudier en communication. Moi, je vais devenir journaliste, documentariste. Puis moi, j'avais comme l'impression qu'il fallait que j'éduque à comment que les médias fonctionnent. Puis c'était vraiment ça. Fait que c'était un peu ça là, ma porte d'entrée. Mais là, aujourd'hui, je suis professionnellement, c'est ça, je forme des futures personnes enseignantes au préscolaire primaire. Donc, ça va être ça ma porte d'entrée. Et j'ai été embauché, moi, pour faire la formation en ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Je vais expliquer c'est quoi. Et ma question, c'est qu'est-ce qu'il y en est de la question environnementale depuis 30 ans en éducation aux médias? OK, pourquoi depuis 30 ans? En fait, 1996, désolé pour la qualité graphique la pochette, c'est que c'est un vieux livre. Puis,
qui a été publié en 96 par un chercheur québécois qui s'appelle Jacques Piette, avec qui j'ai eu la chance de faire ma maîtrise. Qui est comme j'aurais envie de dire, l'ouvrage fort là, en éducation aux médias dans le monde francophone, qui a été, qui a été publié en 96. Puis 96 aussi, c'est les débuts des réflexions sur l'intégration de l'éducation aux médias dans le PFEQ, le programme de formation de l'École québécoise, qui finalement n'a jamais vraiment abouti. Le thème des médias a été intégré comme objet les domaines généraux de formation, donc un objet adisciplinaire, ce qui a fait en sorte que ça n'a jamais vraiment été enseigné. Alors, ma question, c'est depuis ce point tournant-là, qu'est-ce qu'il y en est de la question environnementale? Là, moi, je précise que je ne suis pas du tout du domaine de l'éducation à l'environnement. J'ai accepté l'invitation, mais c'est ça, d'un point de vue un peu naïf. Donc, l'éducation aux médias, c'est quoi? En fait, il y aurait plein de parallèles à faire avec l'éducation à l'environnement. C'est un mouvement social qui vise à faire en sorte que les citoyens, en commençant par les jeunes, qu'on dit plus naïfs, posent un regard critique ou à tout le moins éclairé au regard du fonctionnement des médias et de leurs effets sur eux-mêmes et sur la société. Et, bon, important de préciser, il ne faut pas confondre l'éducation aux médias avec l'éducation par les médias. Par exemple, les émissions jeunesse ou les documentaires à caractère scientifique. Quand on parle d'éducation vraiment aux médias, c'est vraiment les médias comme objet de savoir. Donc, le fait que c'est une industrie capitaliste, bon, tout ça dont on a parlé précédemment. L'éducation aux médias comme mouvement social, il y a certaines prémices que je dirais là. Premièrement, il existe des phénomènes sociaux qu'on juge non désirables qui sont causés par les médias. On va en nommer quelques-uns. La violence, ça, c'est un thème très présent dans le discours sur les médias dans les années 70, 80, 90. Après ça, j'ai envie de dire tournant des années 2000, hypersexualisation. Ça, c'est un thème aussi du discours. Et un peu surconsommation. Alors, par l'entremise de ce thème-là, que je vais essayer de faire des liens avec l'environnement. Mais on peut voir que les problèmes sociaux qui ont préoccupé les gens en éducation aux médias depuis 30 ans, ce sont des phénomènes sociaux ou psychosociaux à une échelle soit individuelle, psychologique ou sociale. Autre prémisse, donc on vit dans une société qu'on va dire hyper médiatisée, c'est-à-dire où les relations humaines se font de plus en plus souvent par l'entremise des médias. Donc, c'est autre élément d'argumentation ou d'auto-justification du mouvement de l'éducation aux médias. Et troisième prémisse, ben, il est possible de faire quelque chose. Donc, on prend pour acquis qu'on peut changer les choses. Donc, ça c'est ce qui fait le tour pour les prémices de l'éducation aux médias. Les effets de l'éducation aux médias sont souvent pensés en termes de compétences attendues, donc chez les publics, en commençant par les jeunes. Je vais en donner quelques exemples. J'insiste sur le mot exemple parce qu'elles sont pratiquement infinies. Donc, comprendre la nature hétérogène constitutive d'un média, donc que le fait que ce soit fait de sons, d'images fixes ou animées, apprécier le degré de véracité d'un contenu transmis, identifier les éventuelles possibilités d'interactivité dans un message, identifier les techniques utilisées pour produire un média, déterminer l'identité de l'énonciateur en fonction du contexte de diffusion d'un média. Là, il y en aurait une très longue liste à faire. Mes exemples sont tirés du cadre de référence du CESEM, qui est comme l'organisme d'éducation média en Belgique francophone. Et dans ce document-là, il y a 228 compétences. Si je les ai bien comptés, ils ne sont pas numérotés, là, je les ai passés en rafale. Là. Donc, c'est dire à quel point, des fois, on ratisse large dans nos objectifs. Depuis quelques années, donc, on parle toujours d'éducation aux médias, mais on parle aussi d'éducation au numérique. Parce que bon, c'est le mot, les qualificatifs à la mode. Donc, c'est quoi l'éducation au numérique? En fait, de mon point de vue, c'est une adaptation de l'éducation aux médias à de nouvelles réalités de l'univers numérique. Donc, production de contenu par les publics et les usagers, qu'on appelle parfois produsage.
niveau d'espace public, que sont les médias et les réseaux sociaux, surabondance d'informations, tu en as parlé un peu, ou c'est Jonathan qui en a parlé, programmation et robotique, et intelligence artificielle. Donc là, il y a ces nouvelles composantes-là qu'on intègre à l'éducation aux médias, avec parfois des risques de dérive vers une éducation plus techniciste. Ça étant dit, qu'on l'appelle éducation aux médias ou éducation au numérique, il y a des finalités sociales et éducatives partagées. Donc, le développement d'une littératie médiatique et numérique, qu'on voit souvent comme une réponse à des inégalités numériques. La citoyenneté numérique, qu'on va souvent présenter comme une réponse à la cyberintimidation. Le bien-être numérique, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'expression, mais c'est apparu il y a quelques années. Qui est un peu vu comme une réponse à la crise de la COVID-19. Et la sobriété numérique, là, qui apparaît plus comme une réponse à bon, l'info nuagique, l'information, l'intelligence artificielle générative. Donc, la sobriété numérique, je ne savais pas qu'on allait en parler autant, là. Donc, c'est pour ça que j'ai intégré une définition à ma présentation. Donc, c'est une citation de Descamps, Tamperman et Delièvre. Donc, eux définissent la sobriété numérique en disant c'est une problématique au croisement des humanités numériques et des sciences de l'environnement qui consiste à comprendre nos impacts technologiques sur l'environnement et à les modérer. Donc, il y a cette idée-là de modération, à tout le moins, et qui vise à valoriser une éducation pour un numérique éco-responsable pardon, et sobre. Et donc, ça m'amène à ma question, est-ce qu'on s'en va vers une littératie éco-médiatique? C'est en fait, c'est je pense que c'est un chercheur en sciences de l'éducation. Je ne sais pas s'il est d'origine italienne, mais il travaille à Rome. Donc, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Eco-Media Literacy. Donc, ma question, c'est qu'en est-il de l'intégration de la question environnementale en éducation aux médias? Et moi, comme mon objet de recherche de prédilection, ce sont les politiques publiques en éducation aux médias. Je suis allé voir qu'est-ce que les politiques publiques dans certains contextes culturels nous disent à propos de... Je recommence. Les politiques publiques sur l'éducation aux médias nous disent à propos de l'environnement. Et là, bon, c'est ça. J'ai fait des recherches avec quelques mots-clés là, en lien avec le thème du colloque. Donc, climat, climatique, écologie, écologique, environnement. Bon, dans les 5 contextes suivants, Québec, Ontario, France, Belgique, Suisse, parce que c'est des contextes je rappelle que c'est exploratoire pour le contexte du colloque. Alors, par exemple, je suis allé sur le site du CLEMI, qui est l'organisme destiné à l'éducation aux médias en France, et j'ai cherché avec ces mots-clés-là, voir comment c'est intégré la question de l'environnement dans les politiques publiques en éducation aux médias. Donc, premièrement, au Québec. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le continuum de développement de la compétence numérique, donc, qui est une politique d'intégration du numérique en éducation et en enseignement. Donc, on trouve dans ce document-là 2 références, si on veut, à la question de l'éco-responsabilité, on va dire ça comme ça. Donc, pour chaque compétence dont il est question dans ce document-là, on propose des thèmes aux enseignants à aborder avec leurs élèves, sans nécessairement leur dire comment le faire, là, mais bon, on lance des thèmes. Donc, obsolescence programmée et on les invite aussi à parler des impacts environnementaux des appareils numériques. Donc, il y a une certaine présence de la question éco-responsable dans cette politique-là. C'est sûr que dans l'ensemble du document, ça occupe une part assez minime, mais elle est là. Après ça, en Ontario, dans le volet qu'eux ils appellent Digital Literacy, il y a, donc, on est encore là, on invite les enseignants à faire en sorte que les élèves soient en mesure de gérer, j'imagine que ce serait ça la bonne traduction, leur empreinte numérique.
Donc, encore là, il y a présence de cette question-là. Moi, honnêtement, je ne pensais pas qu'il y allait avoir des éléments de éco-responsables, on va dire, en éducation médique. En France maintenant, encore là, dans une politique publique qui est vraiment, je vais dire, le reflet du cadre de compétences numériques au Québec, on dit aux enseignants, sensibiliser, donc on invite encore là les enseignants à sensibiliser les élèves à faire des usages sobres du numérique. Donc, encore là, présence de cette question-là. On leur dit aussi aux enseignants eux-mêmes de s'informer et d'adopter des pratiques contribuant à la sobriété numérique. Là, je rappelle que jusqu'ici, ce sont des injonctions, on va dire, ciblant les personnes enseignantes. Donc, dans le large domaine de l'éducation, à chaque fois qu'il est question de sobriété numérique, c'est toujours vers les enseignants que sont adressés ces objectifs-là. Ensuite, là, c'est un document en anglais. Il faut comprendre qu'en Belgique, là, ben, la Belgique, c'est le siège de l'Union européenne. Les cadres sont beaucoup calqués sur ce qui vient des cadres européens. Donc, encore là, on dit, quand on parle de l'enseignant, qu'il assiste les apprenants à protéger leur identité numérique et à, encore là, gérer leur empreinte numérique. Et maintenant, là, on est en Suisse, dans le canton de Neuchâtel. Encore là, on va dire aux enseignants, inviter les futures générations à faire une consommation réfléchie et responsable du numérique et à inviter les élèves à évaluer l'impact environnemental de leurs actions quotidiennes lorsqu'ils utilisent le numérique. Donc, en bref, là, dans l'ensemble des politiques en éducation, lorsqu'on parle de numérique puis d'éco-responsabilité, c'est toujours aux personnes enseignantes qu'on s'adresse. Donc, le constat général au terme de mon exploration, c'est qu'il y a vraiment une double injonction qui cible les personnes enseignantes. Okay? D'une part, elles à adopter des pratiques numériques éco-responsables et à sensibiliser leurs élèves à l'impact environnemental de leurs usages du numérique. Okay? Comme une double responsabilité. Mais il y a des contraintes à la réalisation de ça. Okay? Donc, maintenant que je suis appelé à former des futures personnes enseignantes, je suis plus sensible, premièrement, aux conditions de travail. Donc, quand on se penche sur la question des conditions de travail des enseignants aujourd'hui, on réalise que, il y a plusieurs des responsabilités qu'on leur confie, responsabilités, j'ai envie de dire, de nature sociale qui débordent la réalité, les réalités auxquelles ils font face au quotidien. Autre contrainte, il y a un double discours qui est contradictoire. Donc, d'un côté, on leur dit plus de numérique, c'est important de faire en sorte que les élèves sachent utiliser les technologies, l'intelligence artificielle, la robotique, tout ça. Mais de l'autre côté, on leur dit, ah, mais faites attention, soyez éco-responsables et c'est important de sensibiliser vos élèves aux conséquences. Et moi, les personnes que je forme, qui sont quand même des jeunes personnes, là, 19, 20, 21 ans, là, ils me disent moi, comment je compose avec ça, cette double responsabilité-là? C'est quoi la bonne réponse à cette question-là? Moi, je ne sais pas du tout me situer. Et troisième contrainte, il y a clairement un manque de ressources pédagogiques arrimées au programme parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes enseignantes, si on ne leur donne pas des ressources pédagogiques, j'aurais envie de dire, prêtes à être utilisées avec des indicateurs concrets pour évaluer les apprentissages des élèves, qu'on leur dit juste parle d'intelligence artificielle ou parle des conséquences environnementales de l'intelligence artificielle, ça ne fonctionnera pas parce qu'eux sont dans un rythme accéléré, puis il faut vraiment qu'elles aient des ressources genre, clés en main pour mettre en œuvre ces choses-là. Donc, ça, c'est les trois contraintes auxquelles font face les personnes enseignantes. Merci. Alors, considérant ce qui précède,
j'avais envie de lancer 2 questions parce qu'on nous avait invités à poser des questions. Donc, est-ce que parler aux jeunes de la sobriété numérique et de la question de l'impact environnemental du numérique doit être une priorité pour les personnes enseignantes à l'heure actuelle? Mais là, je précise dans le contexte de l'éducation aux médias. Parce que l'éducation aux médias aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme un sac dans lequel on lance tous les problèmes sociaux. Hypersexualisation, éducation aux médias. Bon, c'est ça. Fait que là, si on inclut ça en plus, étant donné les contraintes que j'ai mentionnées, est-ce que ce n'est pas un obstacle de plus à la mise en œuvre de l'éducation aux médias? Et est-ce que, bon, mais c'est ça, est-ce que au final, l'éducation aux médias, qui est déjà un peu laissée pour compte, disons, à l'école au Québec, c'est le contexte tout désigné pour parler d'éducation à l'environnement? Je pose la question, les 2 questions en toute naïveté, en espérant avoir des réponses de votre part. Intéressant. C'est ce qui conclut ma présentation. Bon, alors, on a quand même 45 minutes officiellement encore pour en discuter. La parole est à vous pour tenir des propos, des impressions, poser des questions, donner votre avis. Il y a déjà 2 questions qui ont été lancées par Mathieu, qui sont pas loin d'être un peu provocantes. Oui. Mais elles ont l'avantage d'être très concrètes pour nous situer et y répondre à partir de nos propres expériences. Moi, Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Anna. Anna. Oui. C'est. Ben là, il y a 2 parties. La première, c'est quand vous parlez de l'impact environnemental pour les. De quoi vous parlez exactement? Vous parlez de la machine technique elle-même? Tu sais, exemple, en Afrique, ils vont dans les mines pour aller chercher des morceaux pour faire les téléphones, etc. Ça, c'était ma première question. Puis ma deuxième, c'est, là, on parle de plus en plus, je ne sais pas s'ils l'ont fait, d'éliminer les téléphones dans les écoles. C'est sûr que c'est des médias, c'est l'impact niveau téléphone, là. C'est peut-être pas un ordinateur, mais c'est quand même, ça peut être utile dans une classe. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci. Juste avant de laisser la parole, juste dire que justement, il y a un rapport qui est la semaine dernière ou il y a 2 semaines qui est sorti, un avis gouvernemental, mais avec plusieurs acteurs de la société civile aussi, et qui s'intitule, en tout cas, c'est la commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. Et il ne conclut pas généralement à empêcher les élèves à utiliser nécessairement, mais en tout cas, il y a une certaine éducation euh, qui vise non seulement les jeunes, mais aussi les parents et les enseignants, etc. Donc, nous amène à voir le problème dans son ensemble aussi, là. Est-ce que vous aimeriez peut-être, Martin, sur l'impact, justement? Oui, ça. De manière générale, quand on parle des impacts environnementaux du numérique, on va regarder généralement en études environnementales, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie. Fait qu'on va regarder c'est quoi toutes les étapes qui sont nécessaires pour pouvoir, par exemple, envoyer un courriel. Là, on va se dire, ben, j'ai besoin d'un appareil. Donc, cet appareil, il a fallu le fabriquer. C'est quoi toutes les ressources qui ont été nécessaires pour le fabriquer? Ensuite, c'est quoi toutes les ressources qui sont nécessaires pour que je puisse me connecter à Internet, que la personne qui va recevoir mon courriel puisse également être connectée. Fait que là, il y a toutes ces infrastructures réseau-là. Puis à la fin de son utilisation, quand je renouvelle mon appareil, ou mettons que je l'oublie dans un tiroir, ben, il y a dans un tiroir, non, peut-être pas, mais imaginons que je l'envoie à l'enfouissement ou je l'envoie au recyclage, ben là, il y a des impacts également qui sont générés à cette fin de vie-là. Et quand on parle globalement des impacts environnementaux du numérique, surtout les impacts directs, on va parler des impacts additionnés, en fait, de toutes ces phases-là, de la fabrication à la fin de vie.
Moi, je vais me prononcer sur la question de impact environnemental, là. Pour moi, en lien, oui, l'impact de tout le matériel technologique, là, les appareils technologiques, mais il y a aussi ben, les serveurs qui contiennent l'information, ça, tu en as parlé, là, qui amènent à une surchauffe pas possible. Mais moi, la chose qui me, j'aurais envie de dire, pas qui m'inquiète le plus, là, ben, en tout cas, comme père de famille, là, c'est vraiment l'aspect culturel des médias, comme des contenus qu'on voit dans YouTube, qui sont vraiment axés sur la surconsommation. Pas d'objets technologiques, là, mais d'objets en général, là. Fait que moi, c'est tout ça, je trouve, qui vient aussi avec l'impact environnemental du numérique. C'est vraiment la culture numérique vient avec une culture de surconsommation. Puis, moi, je trouve que ça c'est à rajouter avec ce qu'on a. La question des téléphones à l'école, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur l'impact environnemental? Ben, dans le sens que c'est pas toutes les écoles qui ont un laboratoire d'info, exemple, et c'est là que le téléphone serait utile pour l'enseignante qui veut faire une leçon. Fait que les enlever quand on est dans un ère technologique, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, moi, à l'école en général, j'ai pas vraiment d'opinion. Mais dans la salle de classe, je suis sur la base de ce que j'ai lu en éducation, je serais pour cette interdiction-là à des fins pédagogiques parce que ce que la recherche montre, c'est que ça met en évidence des inégalités socio-économiques. Parce que c'est pas vrai que tous les adolescents ont des appareils pour faire des quiz puis dans la salle de classe. Donc, les fameux, il y a beaucoup, en sciences de l'éducation, il y a quand même un discours qui fait la promotion de ça, là, les Bring Your Own Device, là, où chaque jeune apporte son appareil. Puis, bon, les chercheurs qui s'inscrivent dans une perspective plus socio-critique disent, mais ça, ce que ça fait, c'est que ça met en évidence les inégalités socio-économiques, les inégalités de compétences. Donc, moi, je serais comme en faveur d'une absence de téléphone cellulaire dans la salle de classe. Après ça, à l'école en tant que telle, j'ai pas d'avis là-dessus. Là. Ben là, je voulais dire les salles de classe, là, pas Ouais. toutes les salles de classe. Merci. Il y a Jonathan qui veut intervenir aussi sur ces questions-là. Oui, je dirais de façon brève pour la question des téléphones portables dans la salle de classe ou dans les écoles en général. Moi, je pense que pour les écoles primaires, ça fait pas de doute. On n'a pas de besoin de téléphone cellulaire. Il n'y a pas de plus-value au niveau éducatif et tout ça. Donc, je pense que c'est pas nécessaire. Au niveau du secondaire, personnellement, j'aurais eu tendance, moi, si j'avais été peut-être au pouvoir au gouvernement, de mettre peut-être une limite à autour de 15-16 ans à peu près pour l'interdiction avant, mais après ça, pour la littératie numérique, de permettre certaines choses par la suite. Moi, ce que je trouve un peu maladroit avec ce que la coalition Avenir Québec dit, c'est qu'on va imposer en même temps le vouvoiement, puis on va dire c'est des façons de civisme à l'école, puis on va mettre le téléphone portable aussi. Je trouve qu'on mélange des choses qui sont différentes. Puis notamment, parce que moi aussi, j'ai signé de lettre ouverte récemment qui disait, OK, on peut aller dans le sens de l'interdiction des téléphones en fait, dans les différentes écoles. Mais si on fait ça, c'est pas juste de limiter les jeunes, de cibler les jeunes, puis nous, adultes, on continue comme si de rien n'était, on continue à être accro à nos téléphones. Et il y a des jeunes, des ados que j'ai vu en fait ça circuler avec juste raison. Il disait, par exemple, je suis sûr que Bernard Drinville est accro à son sel aussi, ce qui est probablement vrai. Donc, je pense qu'il faut avoir un débat de société plus large sur la place du numérique dans nos vies, sur des normes sociales, des balises dans les lieux de travail. On va avoir besoin d'outils numériques. On va avoir besoin, on va vivre avec d'une certaine façon, mais la sobriété numérique, il ne faudrait pas juste qu'on impose aux jeunes en disant, vous devez faire ça, puis on sait ce qui est bon pour vous, mais nous, après ça, il n'y a plus aucune règle et tout le monde fait ce qu'il veut. Je trouve que ça, c'est pas la bonne façon d'approcher cet enjeu. Donc, c'est un peu mon opinion par rapport à ça, mais ça évolue aussi au fil des discussions que j'ai avec les gens. Oui. Alors, il y a Martine, comment Marie-Hélène. Lever la main avant. Audrey? Ah, OK.
Bon, puis il y a ici. Alors, il y a plusieurs mains qui se lèvent ici en salle. Donc, on dit que si la première était Audrey. Bonjour, merci pour vos présentations super intéressantes. Contente qu'on aborde ce sujet-là d'un regard critique parce que c'est rare, souvent on nous prend un peu comme technophobe. Donc, j'ai une question puis une réflexion en même temps qui fait peut-être un lien avec ce dont on a parlé ce matin. Puis merci pour les nouveaux concepts, là, capitalisme algorithmique, capitalisme de surveillance. Il y a aussi extractivisme de données, je ne sais pas si vous en avez parlé. Donc, le numérique cause plusieurs problèmes, et vous l'avez démontré, plusieurs problèmes environnementaux aussi. On questionne peu la question du besoin. Donc, là, on a dit on en a besoin, mais ça nous prend une sobriété numérique. Mais c'est ça, chaque année, il y a des nouvelles technologies, puis une sobriété, c'est dans le sens d'une tempérance, donc une consommation réduite, mais comme il y a plus de choses à consommer, comment on trace la ligne pour cette modération-là? Est-ce que c'est même possible? Puis je me demande, je me demande si la sobriété numérique, c'est pas le pendant du développement durable. C'est pas quelque chose qu'on amène pour dire, ben, faut continuer à prendre des données, à nous surveiller, puis à produire, mais finalement, on remet pas en question l'existence du numérique, ses fonctions, ses besoins. Est-ce que ça cause plus de problèmes que ça donne des solutions? Donc, voilà, c'est ma question, réflexion. Intéressant. On aime toutes nos Anna? questions. Oui, allez-y. Marie-Hélène, en fait, moi, j'avais envie de vous entendre sur l'éthique. Tu sais, si je me mets plus avec mon chapeau de doctorante, dans certains cours de méthodologie, tu sais, on nous présentait qu'on pouvait faire usage de l'intelligence artificielle. Donc, en tant que chercheur, tu sais, moi, j'ai 37 ans, j'ai vraiment pas été à ce jour, j'ai pas vraiment comme questionné l'IA sur mon sujet de recherche. Je sais pas si je vais le faire, tu sais, j'ai comme... Mais bref, à même l'université, tu sais, je me suis rendue compte que la bibliothèque offrait des formations là, sur comment tu sais, faire preuve de jugement critique là, face à l'usage des intelligences artificielles en recherche, mais je trouve que justement, je me rends compte que dans tous les domaines, la question de l'éthique est comme un peu l'éléphant dans la pièce, où tu sais, je pense que les gens s'y intéressent, mais on dirait que le collectif, tu sais, comme sur l'éthique, puis le fait que vous avez fait des dernières nouvelles, je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Si vous permettez, vous pourriez aussi aller voir, consulter en ligne. Il y a la Commission de l'éthique en sciences et en technologie, dont a fait partie, tu as collaboré pour ce rapport-là. Oui. En 2024, donc c'est quand même assez récent, regard éthique sur les effets environnementaux des technologies numériques au Québec, l'impératif de la sobriété numérique, qu'on pourra aussi voir comment eux articule la sobriété numérique et si c'est le pendant de... Merci, Anna. Martine. J'ai eu la chance d'entendre une présentation au réseau, du mouvement ACT de la CSQ. J'avais entendu Jonathan d'ailleurs. Et je suis revenue avec une espèce d'insatisfaction. Puis là, je suis capable de poser la question que je n'ai pas été capable de poser à ce moment-là. C'est que l'espace que prend le numérique dans nos vies, le temps que ça prend et l'esclavage. J'ai travaillé avec Jacques Brodeur qui s'occupait de faire des semaines sans numérique et lui disait, c'est beau une semaine sans écran, mais il faut dire qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas sur les écrans. Et ce qui est ressorti, c'est il faut travailler la partie physique du corps, c'est-à-dire de ces enfants-là, les occuper physiquement et les occuper à leur contact avec la nature.
Alors, ma question à moi, est-ce qu'on sensibilise sur le temps et sur l'esclavage que ces appareils-là, parce que souvent, puis on se fait prendre nous-mêmes, j'imagine un jeune, on se fait prendre à être tout d'un coup, se dire, mais pourquoi je suis en train de regarder ça? Ou pourquoi je suis en train de lire des commentaires ridicules? Puis là, hey, ça fait une demi-heure que je suis là-dessus. C'est cet esclavage-là que moi, je questionne par rapport à une éducation à la nature ou à l'environnement. C'est le temps perdu. Je vois ma petite fille de 7 ans qui regarde sur YouTube du déballage d'objets et qui naturellement veut ces objets-là après, ou qui regarde la famille Ventura. Je ne sais pas si allez voir ça, là, mais je veux dire, comme ridicule d'une situation, il n'y a rien de pire. Et c'est parce que je le regarde avec elle que je peux lui dire, ben non, il n'y a pas quelque chose de plus intéressant qu'on pourrait faire. On pourrait-tu faire un jeu de société? On pourrait-tu lire? On pourrait-tu aller jouer dehors au lieu de... Alors, moi, c'est ça que je questionne. L'esclavage devant nos écrans, l'esclavage, oui, c'est un outil, mais c'est un outil addictif, c'est une drogue. Et il faut se désensibiliser à ça. Puis je pense que plus on est jeune, plus on peut être exposé. C'est pour ça que je me dis, qu'est-ce qu'on propose comme éducation au temps passé là-dessus? Merci. Je vois qu'il y en a d'autres, puis même une en ligne. On va commencer par ces trois-là, si vous permettez. Alors, qui veut commencer de vous trois? Ça peut être dans n'importe quel ordre. Je peux essayer de répondre brièvement. Première Vas-y. question, la sobriété numérique comme en fait une nouvelle forme du développement durable. J'aime bien cette formule-là. Je pense que je vais la reprendre. Je pense que ça peut être utilisé comme ça, instrumentalisé, s'il n'y a pas autre chose mis à côté. Si on parle juste sobriété numérique, il n'y a pas de critique du système économique, il n'y a pas d'idée de faire rétrécir le monde numérique. Puis c'est juste dit, ah, il faut que les individus consomment moins de numérique. Alors là, je pense qu'il y a comme cette approche-là qui est très individualisante, qui est comme synonyme, on va dire, on va utiliser moins le numérique, mais on va continuer à faire comme c'est là, puis il n'y aura pas de transformation du système. Puis je crois que ça serait un piège ou un cheval de Troie. Je pense peut-être un autre terme qu'on a utilisé dans notre livre aussi, qu'on pourrait privilégier davantage, ça serait la décroissance numérique. Donc, le fait, c'est pas juste de faire éliminer complètement le monde numérique. Il y a des gens qui le proposent. J'ai des débats avec d'autres gens qui disent qu'il faudrait nous débarrasser des technologies numériques. Je pense que dans un monde post-capitaliste, si on n'a plus de ça, ça va être difficile de communiquer entre nous, revenir à la poste, au cheval, pigeon voyageur, ça va être compliqué. Donc, on a des débats sur qu'est-ce qu'il nous faut comme infrastructure technologique pour échanger entre nous. Mais je pense que le fait de faire décroître la place que le numérique occupe dans nos vies, que ce soit au niveau de la production, la consommation, d'échange, ça serait le truc à voir. Puis le terme de sobriété numérique employé de façon critique, je pense que ça peut résonner en quelque sorte avec ce que les gens vivent, avec ce qu'on peut faire comme groupe, société, milieu de travail. Mais il faut rester vigilant parce que rapidement, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Pour la question de l'éthique de la recherche, très brièvement, donc c'est quelque chose que je me pose comme question, notamment avec les étudiants et étudiantes que je supervise. Je suis prof d'université. Même moi, je fais un usage très modéré de l'IA, notamment pour des revues de littérature. Il y a certains outils pour nous trouver de l'information en ligne. Quand vous allez sur Google Scholar, c'est une IA, mais par mots-clés. Il y a aussi des nouveaux logiciels pour trouver de la documentation. On peut l'utiliser comme assistant pour trouver des idées, des choses comme ça. Mais la chose que moi, je dis à mes étudiants et étudiantes en classe ou que je supervise, c'est de dire rédigez vos textes par vous-même, en fait. Parce que quand vous dites, OK, je vais faire ma recherche, écris-moi mon article avec tel prompt ou ainsi de suite, et que là, l'IA génère un texte pour vous qui a l'air très bon, peut-être un niveau d'écriture qui semble supérieur au vôtre, en fait, puis vous ne regardez pas les références, l'argumentation, puis vous ne développez pas vous-même vos réseaux de neurones pour être capable de comprendre, d'articuler, être capable de vous être capable d'approprier votre propre texte. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une externalisation, c'est-à-dire on va déléguer à des outils automatisés la production de texte. Et il y a des fortes chances que soit ça reproduise des choses qui ont été écrites ailleurs, parce que les IA ont été entraînées à partir de banques de texte qui se trouvent en ligne. Donc, vous pourriez faire un plagiat involontaire de cette façon-là, et vous n'allez pas développer vos propres processus d'apprentissage et de compétences dans la réflexion critique. Donc, pour moi, c'est plutôt au niveau de l'écriture de texte que là, je dis, il y a comme une ligne rouge à ne pas franchir de ce côté-là, mais ça pose des enjeux. Puis je pense que maintenant, il devrait y avoir des cours obligatoires d'éthique du numérique ou de l'IA dans la recherche universitaire parce que ça arrive déjà, c'est déjà devant nous. Puis c'est quoi les bonnes
les bons seuils, le bon endroit où on pourrait l'utiliser, où il ne faut pas l'utiliser. Puis là, il y a des profs qui ont des opinions extrêmement différenciées. Donc, je vais conclure avec ça. Merci, Jonathan. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Vas-y. Ouais. Je vais essayer d'être bref parce que je trouve les trois questions super intéressantes. Pour cette idée de sobriété comme étant le nouveau développement durable, je le vois beaucoup aussi. Puis je pense qu'il y a une réflexion à faire sur le terme. Il est extrêmement populaire dans le milieu francophone, mais il ne l'est pas tant dans le milieu anglophone. Puis je pense qu'il y a des pistes de réflexion là-dessus. Tout l'univers critique autour de ces questions-là, on ne parle pas de décroissance numérique parce qu'il y a un peu derrière l'idée de sobriété ou de mesure ou de modération, il y a un peu l'idée de on ne pouvait pas, comme vous l'avez, je radote un petit peu, enfin je paraphrase ce que vous avez dit également, mais il y a un peu l'idée qu'on va faire la même chose, on va garder les mêmes dynamiques, mais juste de façon plus éco-friendly ou plus verte, peu importe, mais on n'a pas une remise en question de ces dynamiques derrière. Et un petit peu comme la décroissance ne veut pas dire la réduction du système actuel, mais propose quelque chose d'alternatif. Cette volonté-là de mettre davantage les autres propositions, en anglais, on parle beaucoup de tech otherwise, par exemple. Parfois, on parle de digital sufficiency, donc avec une réflexion un peu plus autour des besoins. Je pense que ça faisait partie de votre question, de se dire, ben, on a besoin de quoi concrètement dans la société, puis comment est-ce qu'on y répond? Donc, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir. Et puis, en anglais, l'idée de sobriety est souvent traduite par il n'y en a pas, un peu comme les personnes qui sont sobres par rapport à l'alcool, c'est on travaille pour l'élimination. Donc, cette idée de modération, c'est quoi le juste milieu? On voit ici que c'est très flou. Puis, quand c'est flou, il y a la possibilité pour beaucoup d'acteurs, y compris économiques, institutionnels, de s'en emparer et de dire, ben, moi, je fais de la sobriété numérique parce que tous mes employés ou tous les enseignants dans mon institution sont au courant de ces pratiques-là. Puis quelque part, on s'en fiche un petit peu de voir quelle amélioration on a concrètement sur l'empreinte environnementale tant qu'on est au courant, tant qu'on fait quelque chose là-dessus. Donc, peut-être d'autres éléments de réflexion pour vous. Au niveau de l'utilisation de l'IA en recherche, je me pose la question également. Là, je suis doctorant aussi, puis moi, je suis toujours sous le choc de voir que, peut-être dans mes disciplines, là, mais on nous encourage même dans certaines disciplines. J'avais un cours cet été sur la modélisation climatique, puis il y avait toute une session sur comment utiliser ChatGPT pour nous aider à générer du code. Puis j'essaie de rentrer en discussion avec les intervenants, intervenantes, puis il y a assez peu de réflexion à l'heure actuelle. Ça doit être c'est mouvant, ça doit certainement être plus critique dans certains milieux, peut-être pas dans le milieu dans lequel j'étais là, mais moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a des utilisations éthiques d'un modèle basé sur les LLM, sur les larges, je ne sais pas comment le prononcer, sur les grands modèles de langage? Est-ce qu'on peut faire une utilisation éthique quand le système, à la base, n'est aucunement éthique, quand il repose sur le vol de données, quand il repose sur l'exploitation de travailleurs, travailleuses du clic? Est-ce qu'on peut en faire un bon usage? C'est une question éthique, certainement, qui va être débattue prochainement ou qui doit être débattue. Mais bon, j'imagine qu'on peut avoir des opinions divergentes là-dessus. Il y a des personnes qui vont dire que oui, lorsqu'on ne rentre pas dans le plagiat, qu'on quand même développe ses compétences, qu'on l'utilise comme remue-ménage, ben là, ça peut être éthique. Bon, certes. Et moi, je me pose la question. Il faut aussi voir que l'IA, on a tendance à en parler beaucoup depuis l'IA générative comme étant une chose unique. C'est comme je pense que Jonathan l'a mentionné, là, ça représente beaucoup de réalités différentes. Il y a des petits modèles. En fait, la plupart de la recherche qui utilise de l'intelligence artificielle aujourd'hui pour découvrir de nouveaux matériaux, faire la modélisation, c'est des petits modèles. C'est des petits modèles qui sont entraînés sur des sets de données très spécifiques qu'il suffit de faire tourner. Enfin, on a besoin de 20 minutes d'espace sur son ordinateur pour le faire tourner. Ça n'a rien à voir avec les ChatGPT, les DALL-E de ce monde. Donc, je pense qu'il y a des formes d'utilisation de techniques d'intelligence artificielle qui peuvent être complètement compatibles avec un cadre éthique de nos recherches, mais il y a vraiment une différence. Il y a tout un monde entre ces modèles spécialisés, contextualisés et les LLM, selon moi. Puis enfin, excusez-moi si je monopolise un petit peu la discussion, mais occupation analogue, ben, je trouve que vos commentaires sont bons, puis ils résonnent beaucoup avec des réflexions sur le changement de modèle économique où on se dit, ben, il faut arrêter par exemple, la décroissance a beaucoup été attaquée là-dessus, de se dire, c'est décroître, ça va être la contrainte, mais il y a tout un argumentaire à faire sur, ben, si on veut décroître le temps de travail ou le PIB comme facteur, ben, qu'est-ce qu'on remplace à la place? Comment est-ce qu'on occupe ces temps dont on se libère? Je pense que ça a beaucoup de sens. Puis, ça revient un petit peu à la réflexion sur ce que tu mentionnais, Mathieu, des injonctions de moins de numérique, plus de numérique et moins de numérique à la fois. Je pense que cette injonction, elle doit certainement être perçue comme telle par les personnes en enseignement, mais parfois, on peut davantage penser la littératie numérique, par exemple,
comme n'étant pas, reposant pas uniquement sur le fait d'avoir des téléphones en classe. On peut aborder la littératie numérique comme comprendre c'est quoi le numérique, comprendre ce qu'il y a dans nos appareils, comprendre ben, c'est quoi toutes les ressources dont on a besoin, comprendre où c'est utile, où c'est pas utile. Puis on n'a pas besoin tous de venir avec notre téléphone dans la classe pour avoir une éducation au numérique. Puis là, éducation au numérique, je sais que c'est une discipline que je connais pas bien, mais bon, je comprends ce que je veux dire. Dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'on peut quand même contribuer à l'éveil ou le développement de compétences numériques de nos étudiants et étudiantes sans nécessairement aller vers une numérisation accrue. Je pense que c'est deux choses qui peuvent cohabiter. Voilà, qui peuvent cohabiter. Ça va faire écho? Oui. Pour la question, là, est-ce que sobriété, c'est pas le nouveau développement durable? Oui. C'est ça la réponse, là. Sur l'éthique en recherche et intelligence artificielle. Ça dépend de quel volet de la recherche dont on parle, là. Moi, personnellement, je veux pas l'utiliser parce que j'ai peur de devenir dépendant de ça, surtout dans l'écriture. Mais je veux pas devenir. Moi, j'étais sur le comité d'experts à l'Université de Sherbrooke de réflexion sur l'intelligence artificielle. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dans les programmes de formation en enseignement supérieur. La bonne chose que je vois dans ça, c'est que ça ébranle un peu l'importance qu'on accorde à l'écriture dans le processus. Je ne suis pas contre l'écriture, c'est pas ça. Ben, c'est qu'il y a des gens qui disent ben, peut-être qu'évaluer une thèse de 450 pages, c'est plus ça l'affaire. Peut-être qu'on va aller évaluer comment les étudiants communiquent dans des colloques, comment ils sont capables de résumer un texte verbalement, évaluer des compétences qui relèvent du métier de chercheur. Fait que si je peux nuancer, c'est peut-être une bonne chose là, parce que dans le fond, l'intelligence artificielle, c'est générative, c'est qu'on automatise le processus de recherche de recherche d'information et d'écriture, là. Donc, ça va forcer les gens qui évaluent les personnes chercheuses en formation à regarder ailleurs que ce qu'ils sont capables d'écrire. Donc, si ça peut t'encourager. Ben, en fait, tu sais, moi, l'idée, c'est que tu parles avec des collègues, puis c'est comme un peu, ah ben, moi, je me suis rendue là. Ouais. Moi, je suis juste rendue là. Donc, tu sais, tu te rends compte que c'est comme, chacun expérimente selon ses désirs et ses besoins. En tout cas, ses besoins, j'y mets entre guillemets, là, tu sais, comme, mais bref, j'étais curieuse de vous entendre parce que moi, ça m'avait vraiment comme un peu choquée dans un cours de méthodologie de me faire dire, ben, tu sais, on y va, là, tu sais. Puis c'est vrai que oui, pour générer une revue de littérature, puis après, tu sais, de contre-vérifier, mais bref, j'étais juste... Merci. Mathieu, est-ce que il y avait d'autres choses que L'autre question, c'est comment on a dit ça? L'esclavage. Mais c'est quoi la question? qu'on sensibilise à l'école? On sensibilise, c'est-à-dire que si on parle d'une question écologique là, ou environnementale, l'environnement, le temps passé Oui. là-dessus plutôt que sur faire autre chose. Ben, ça commence, là. Je pense que ça fait partie de. C'est surtout la porte d'entrée de ça, c'est tout le discours sur le temps d'écran, là. Je dirais que c'est dans cet univers-là qu'on parle de. C'est ça, le problème, c'est pas nécessairement le temps d'écran, mais c'est le temps d'écran qui remplace d'autres activités. Donc, oui, on commence à en parler depuis, j'aurais envie de dire, l'après-pandémie, là, s'il y a une après-pandémie, là, 2020-2021. Il commence à avoir de la sensibilisation par rapport à ça. Mais pour les vidéos YouTube là, que votre petit regarde, là, je sais. Des enfants. Oui, c'est ça. J'ai envie de débrancher, là, des fois, Internet complètement à la maison. Mais moi, je suis. C'est pour compenser là, comment on disait ça tantôt, là? Le, mon déficit de culture. C'est que moi, je regarde beaucoup Arte. Là, je me dis, bon, ben, si je débranche Internet, je me débranche aussi de... Je prie.
Il y avait déjà des mains levées. Je vais passer. C'était juste pour dire quelque chose. Un que vous avez mentionné, il y a économie de l'attention. Oh, est-ce qu'on l'avait, celui-là? Oui. Économie de l'attention. L'injonction à la participation, ce paradoxe-là, Serge Proulx qui en a parlé récemment. Donc, il y avait d'autres mains qui étaient levées, mais il y a Aurélie Zouang. Un que vous avez mentionné, il y a économie de l'attention. Oh, est-ce qu'on l'avait, celui-là? Oui. Économie de l'attention. L'injonction à la participation, ce paradoxe-là, Serge Proulx qui en a parlé récemment. Donc, il y avait d'autres mains qui étaient levées, mais il y a Aurélie Zouang. Ok, merci. Alors, j'ai plein de questions, mais je vais pas toutes les poser parce que sinon, moi, je suis encore là jusqu'à minuit. Euh, j'avais juste une remarque et puis je vais juste sélectionner une question parmi les quatre que j'avais par rapport à la thématique du séminaire, l'éducation aux politiques. Alors, juste sur le parallèle entre développement durable et sobriété numérique, il se trouve que j'ai un étudiant l'année dernière qui a travaillé dessus. Et il y a un des arguments, c'est qu'il y a un espèce de flou épistémologique en fait à la base de la notion de sobriété numérique, où on voit que ça vient du monde des ingénieurs et que au niveau des savoirs scientifiques, en fait, c'est pas quelque chose qui est consolidé, comme le développement durable en fin de compte. Et il avait remarqué à quel point c'était associé à des normes, enfin comme vous l'avez fait remarquer aussi, et que finalement, par rapport à une éducation au numérique, en lien avec la transition écologique, on était dans une dimension apolitique de cette éducation, puisqu'en fait, on va orienter sur des gestes individuels et donc on va dépolitiser la question totalement. Et dans les pistes que vous avez évoquées, que j'ai trouvées très intéressantes, il y avait cette nécessité de mettre sur la place publique et de discuter démocratiquement de nos usages et donc de nos besoins aussi par rapport à la question du modèle de société qu'on voulait avec le numérique finalement. Et donc, j'ai plein de questions, mais je vais juste en garder une seule. Quelle stratégie pédagogique, en fait, vous proposeriez pour politiser finalement cette éducation au numérique, en tout cas pour apporter des éléments aux élèves ou aux éduqués qui iraient justement vers une politisation de la question, vers une reprise en main du numérique et face à toutes ces questions socio-écologiques et pas forcément non plus en opposant euh, je trouvais ça très intéressant la manière dont vous avez au départ posé la question, c'est-à-dire comment on est finalement face à nos environnements techniques, mais à nos environnements naturels. Il y a quelque chose aussi là qui est peut-être aussi à travailler, qui n'est pas forcément à opposer. Enfin, voilà. Bon, j'ai rajouté finalement un truc en plus, mais c'est pas grave, on peut rester sur la question de la politisation. Voilà, merci. Merci Aurélie, parce que c'est une question qui nous recentre vraiment sur le propos du panel. Et évidemment, c'est pas facile à articuler tous ces pôles-là. Euh, Mélanie? Bon, ben, je suis contente qu'Aurélie t'ait dit ça parce qu'on dirait que tu as comme mis la table sur la première partie des prémices de ma question. Alors, en repartant de ce que tu viens de dire, en fait, en écoutant ben, à la fois la présentation de Jonathan puis celle de Mathieu. En fait, Mathieu, merci pour ton analyse de contenu des prescriptions curriculaires qui me surprennent pas, mais qui en même temps comme me ramènent à cette déception, en fait, de voir que ne définit pas ce que c'est la sobriété numérique, que c'est une prescription hors contenu, là, qui nous amène pas vraiment nulle part, ou en tout cas qui dépolitise et qui n'est pas investi d'une dimension éthique proprement philosophique. Puis en même temps, ben, Jonathan, tu nous as parlé de vertus écologiques et technologiques, bon, sans trop développer. Puis là, bon, ben, ça m'amenait dans une conception aristotélicienne. Puis en fait, j'avais envie d'initier peut-être un dialogue qui ouvrirait une piste pédagogique avec
ton travail, Alexandra, sur les vertus épistémiques que tu travailles à travers à travers le dialogue philo. Puis je me demandais s'il n'y aurait pas là une piste d'éducation numérique. Puis en fait, j'avais une autre question parallèle, mais peut-être que tu pourras voir, Mathieu, si ça fait écho, parce que tu nous as parlé de littératie éco-médiatique, tu nous as parlé de l'ouvrage de Lopez. Puis, ben, je ne sais pas si tu en as parlé, mais en tout cas, je n'ai pas saisi, en fait, s'il apportait quelque chose de différent qui nous aiderait, en fait, à politiser puis investir de manière plus philosophique l'éducation numérique. Ouais, ça ressemble à ça. Merci. Il y a Lucie, puis moi. Moi, c'est vraiment des questions d'information et je suis gênée de les poser maintenant parce qu'on a ouvert quelque chose de super intéressant. Mais vas-y. L'information, c'est correct. Je voulais juste savoir, parce que je suis analphabétisée numériquement, est-ce qu'il existe en recherche des règles éthiques de référenciation de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans, par exemple, une recherche qui consiste à faire une recension d'écrit et dans la rédaction d'un texte assisté, par exemple? Est-ce qu'on doit indiquer l'utilisation de cet outil-là? C'était ma première question, naïve. Je vais en avoir deux autres, mais c'est pas tellement d'autres. Vas-y. Écoute, je suis gênée, là. À Mathieu, j'aimerais ça tantôt, là, quand on aura le temps, avoir le titre de ce document du ministère qui présente une politique d'éducation aux médias, parce qu'on aimerait tellement ça, avoir une politique d'éducation relative à l'environnement. Puis je ne sais pas si on a fait l'étude comparative, mais tantôt, là, j'irai chercher ça, d'accord? Et puis, ma troisième question, c'est que est-ce qu'on intègre dans les cours d'éducation aux médias, au numérique, des cours de civisme numérique et la question de l'incivilité numérique en contexte d'usage public? Excuse-moi, ma belle Mélanie, pour Je me permets de poser la question, parce que même dans les préparations, je n'ai pas pu poser mes questions. Alors, juste en écho à ce que tu dis, la semaine dernière, à l'École de travail social, on a été une dizaine de profs à se former, à se faire former, justement, aux pratiques pédagogiques par rapport à l'IA. Et entre autres, on a été la majorité à se dire on ne veut pas l'utiliser, on ne veut pas, en tout cas par rapport au plan de cours, etc. Mais parlons-en quand même, là, mais en tout cas, bref. Ma question, c'est, OK, loi zéro, hein? Isaac Asimov, c'est dans l'imaginaire, là, vraiment, en science-fiction, il a imaginé des robots, des humanoïdes qui ont mi homme, mi-machine. Bon, avant ça, il y avait avec Maria Shelley Feinstein. Là, hein? Fait que dans notre imaginaire, on a toujours ces modèles-là, ces personnages-là en tête. Et lui, il proposait dans sa réflexion philosophique certaines lois, justement, puis sur lesquelles on a fait du pouce et on pourrait dire que la réalité a rejoint la fiction l'a peut-être pas encore dépassé, mais en tout cas, au moins, on est à peu près au même stade maintenant, là. Et là, il y a une organisation, vous avez certainement vu ça dans les médias la semaine dernière, Joshua merci, qui faisait la proposition, le lancement d'une organisation qui s'appelle Loi Zéro. Alors, qu'est-ce que Loi Zéro? Mais c'est justement parce que là, on constate, en tout cas, les experts en IA constatent que malgré le principe, on inculque à la machine ou dans le code, dans les algorithmes, qu'il ne faudrait pas que la machine contrevienne à l'intégrité de l'humain. Alors maintenant, c'est faux. La machine, c'est démontré, ment, vit, etc., face à l'humain, ne protégera pas nécessairement l'humain. En fait, dans son propos, c'était on a enseigné à l'IA d'être trop comme l'humain.
Hein? Et donc, là, par rapport à j'en viens ici au panel, là. Je vais réatterrir. Euh, et euh, euh, alors, n'y aurait-il pas lieu d'avoir une loi zéro, non seulement pour protéger l'humanité, entre guillemets, mais aussi l'environnement naturel, l'écologie, ce tout? Point d'interrogation. Alors, Monsieur le ministre. Ouais, 9 secondes chacun, c'est ça? Oui, c'est ça. Il reste Non, il reste 5 minutes. OK. 5 minutes. Ah, c'est en masse. Hein? Il peut commencer. Question qui t'était adressée personnellement. Ben, sur la littératie écomédiatique, là, c'est que, ben, tu sais, peut-être que toi, si tu lisais l'ouvrage, là, tu y verras pas quelque chose de nouveau. C'est juste que le champ de l'éducation média, ça vient surtout des chercheurs en sciences de la communication qui voient dans les médias, ben, il y a, tu sais, deux choses, là. Il faut comprendre les médias comme une économie, tu sais, dans une perspective marxiste, on va dire. Puis l'autre comme étant des producteurs de représentation qui biaisent notre interprétation de la réalité. Donc, lui, il dit, bon, ben, il faudrait justement réinjecter dans l'éducation média les questions environnementales, donc l'impact environnemental des technologies. Mais tu sais, il n'y a pas de piste. Il n'y a pas de réflexion sur notre rapport au monde là, à travers les médias. Ça, je comprends. C'est correct. Pour en reparler, là. Je vais le relire avec cette question-là en tête. Mais c'est fun, ça fait du maillage entre des ponts. Oui. Rapidement, là, je veux pas, mais rapidement sur le civisme, il y a une autre belle expression là, que les gouvernements aiment beaucoup, là, c'est la citoyenneté numérique. Et ça aussi, là, c'est les problèmes sociaux auxquels on associe les médias numériques, là, on soupape de citoyenneté numérique. Moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise en 2009 sur la cyberintimidation. Je travaille sur ce thème-là depuis presque 15 ans. C'est toujours ça, citoyenneté numérique. Désinformation, citoyenneté numérique. Mais sans dire comment on traduit ça en pratique éducative concrète. Là. Puis la question de comment sensibiliser les jeunes, là, c'était la question d'Aurélie. Je pense que les jeunes, là, ce qu'on appelle. Ben, moi, je pense qu'ils sont pleinement conscients du fait que de l'état de la planète. Là. Fait que Mais en fait, la question, c'est quelle stratégie pédagogique pour politiser justement l'éducation aux médias? Pour politiser l'éducation. L'éducation aux médias ou l'éco-média, l'éducation éco-numérique. Citoyenneté numérique. Le mouvement de l'éducation aux médias là, est déjà très politique, même s'il se fait souvent accuser d'être trop politique. Citoyenneté. Je pense ça. Dans la pratique, c'est ça, effectivement, c'est déjà accusé d'être trop politique. Oui. D'idéaliser une pensée, même de nommer ce qu'est le capitalisme, l'industrie culturelle, médiatique. Point d'interrogation. J'ai pas de réponse à. Ben, on va laisser ça en suspens. C'est ça hein, qui génère Je vais passer la parole de la pensée. Je ne sais pas si Jonathan ou en tout cas, tu as l'impression, moi j'ai l'impression que tu veux y aller. Juste pour le temps, c'est pas. Non, vas-y. Mais je peux aller peut-être de la question la plus précise à revenir à la question d'Aurélie par la fin, mais au niveau des règles de citation, quand on utilise l'intelligence artificielle ou des systèmes d'intelligence artificielle, ça dépend énormément là, de
ma petite expérience récemment, je vois que dans certains journaux, par exemple, on a une déclaration à faire. Donc, on a une déclaration à faire sur quel type de système d'intelligence artificielle on a utilisé, puis à quel effet. Euh, à l'UDM, ils ont sorti, je pense que le département des bibliothèques a sorti des petites étiquettes qu'on pourrait accoler à nos travaux. Pas d'intelligence artificielle, augmentée par l'intelligence artificielle, rédigée par l'intelligence artificielle. Moi, je trouve ça difficile parce que ça nous donne une vision un peu de choix, de contrôle qui est, alors qu'il y a tellement de zones grises. Par exemple, à utiliser un service comme Grammarly en anglais ou comme Antidote en français. Ben, aujourd'hui, il y a des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont intégrées. On n'aurait jamais déclaré utiliser Antidote il y a 2 ans. Mais en même temps, est-ce qu'on est gêné aujourd'hui de se dire, ben, j'ai utilisé Antidote, il y a des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Est-ce que si je dis que mon travail a été augmenté par l'IA, mais pour qui je passe, moi? Donc, j'ai l'impression que c'est une zone floue, que ça dépend beaucoup des lieux. Oui, vous l'avez Si je pose la question, c'est parce que je dirige une revue de recherche. D'accord. Et parfois, on reçoit des textes qui sentent l'intelligence artificielle. Alors, et là, tu sais, bon, où est la règle d'éthique de la part de l'auteur en tant qu'éditeur d'une revue de recherche, ça pose un problème. Ben, vous avez peut-être vu, je ne sais pas si dans votre revue, mais parfois on voit même des articles où ChatGPT est nommé comme l'un des co-auteurs. Oui, c'est ça. Puis, à la limite, on est dans l'autre côté du spectre de se dire, ben, il y a une contribution qui est telle que je le lise parmi les quotas. Puis, moi, je trouve ça bien, rendu là. Mais bref, mais j'ai l'impression que c'est en mouvance et que ça dépend beaucoup des contextes. Il y a d'autres journaux ne posent pas la question. The Conversation, par exemple, demande spécifiquement de ne pas utiliser d'IA générative. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout. Pour une loi zéro sur un cadre réglementaire sur protéger les humains et non humains, ben, oui, je pense qu'on est beaucoup à l'appeler de nos voeux. C'est toujours compliqué, mais je pense que au-delà d'attendre ce cadre réglementaire-là qui est un peu toujours, qui se base sur ces risques existentiels, on a beaucoup de mécanismes déjà en notre possession, que ce soit, je ne sais pas moi, via l'accès au bloc énergétique. Ben, pourquoi est-ce qu'on n'inclut pas davantage les questions de l'énergie associée à l'intelligence artificielle ou associée au numérique? Il y a beaucoup de choses en fait qui font en sorte que je trouve qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une posture où on accueille ces usages-là à bras ouverts, y compris à l'échelle gouvernementale et à l'échelle de nos finances. Et il y a beaucoup à faire pour ne pas continuer à dérouler le tapis rouge pour ces acteurs-là et sur lesquels on n'avance pas avant de penser un peu à l'autre extrémité d'un cadre réglementaire qui va, par exemple, interdire certains usages ou pas. J'ai l'impression on a tellement de choses qui sont accessibles, qui pourraient être faites à court terme qu'on ne fait pas aujourd'hui. Donc c'est ça, j'irai davantage dans ces sens-là. Puis pour revenir, ben, votre question, Aurélie, je ne l'avais pas entendu comme spécifiquement au niveau de la formation, mais si je peux me permettre d'élargir peut-être votre question au niveau des stratégies plus à l'échelle globale, ben, comme je le mentionnais, arrêtez d'accueillir ces géants technologiques parce que derrière l'insoutenabilité du numérique, il y a pour moi la question vraiment des modèles d'affaires. Peut-être saisir l'actualité aujourd'hui en contexte québécois. On voit parler de souveraineté technologique au Québec il y a 2 ans, on était vus un peu comme des fous, alors que là, je veux dire, la fenêtre de discussion sur qu'est-ce qui est acceptable de remettre en question, notamment notre dépendance aux serveurs américains pour des données sensibles comme de la santé, de se dire, eh oui, là, on n'a aucune infrastructure. Ben, je pense qu'il faut vraiment se saisir de cette opportunité-là pour réinventer, réimaginer d'autres rapports, d'autres dynamiques pour notre écosystème numérique au Québec. Donc, pourquoi pas justement essayer de le rebâtir sur d'autres bases, encourager davantage d'initiatives locales, notamment des communs numériques. Et ça vient avec beaucoup de formation par la suite. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, un des freins à, par exemple, le fait d'étendre Linux aux organisations, ben, on a beaucoup des freins des techniciennes qui nous disent ben, on ne sait pas comment faire. Tous nos étudiants, ils ont un Mac ou un Windows. C'est difficile de passer à Linux. Donc, il y a des besoins parfois en capacité, en formation par la suite. Et je pense qu'on a vraiment cette balle au bon à saisir parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont très bons à saisir ces opportunités-là. On parle de refaire un big tech canadien avec Shopify et autres de ce monde. Je pense que c'est important de se saisir de ces discussions-là pour pouvoir envisager d'autres rapports et les repolitiser sur la place publique. Mais peut-être que je m'éloigne un petit peu de votre question qui était peut-être plus précisément sur la formation. Je vous remercie énormément. Jonathan, est-ce qu'il y avait un mot? Jonathan voulait... Oui, ben, en fait, j'aurais beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de limiter en 30 secondes, 1 minute. Beaucoup de choses ont été dites avec lesquelles je suis entièrement d'accord par mes collègues. Repolitiser la question numérique. Je pense qu'on peut passer de la consommation, l'usage individuel. Ça permet de partir d'une expérience concrète, mais il faut remonter aux causes, puis aller voir ce qui se cache
derrière ces choses-là. Puis quand on remonte à la cause, on repolitise la consommation pour aller au-delà de la consommation responsable, disons, ou la sobriété individuelle par rapport au numérique. Ça permet de remettre en question le système dans son ensemble. Donc, je pense qu'on parle de quelque chose de concret. On remonte aux causes, on fait des enquêtes avec les étudiants, étudiantes, ça peut être bien. Et je pense que je ne peux pas faire un partage d'écran malheureusement, mais dans mon livre, le capital algorithmique, je fais une liste des différentes vertus numériques technologiques, la sobriété, courage, civisme, la justice, l'humilité épistémique, l'esprit critique, le care, l'entraide. Donc, plusieurs sont des vertus épistémiques, on dit par rapport à comment est-ce qu'on interprète le monde, on discute ensemble, puis ça recoupe des vertus démocratiques, des vertus éco-citoyennes aussi parfois, puis je pense qu'il faut réhabiliter ça, puis il y a déjà des gens qui travaillent sur ça, sur comment une éthique des vertus d'origine aristotélicienne à laquelle on pourrait combiner une théorie critique permettrait en fait d'avoir à la fois des processus d'éducation, d'apprentissage plus sains, puis on développe le caractère, les dispositions relationnelles des gens pour entrer en contact avec le monde autrement. Donc, c'est toute une piste de recherche. Il faut aller au-delà de la simple sobriété numérique pour voir comment est-ce qu'on recrée des nouveaux liens avec le monde environnemental, humain, social, technologique et autres. Donc, je conclurai avec ça. Merci.